Aujourd'hui, on va recevoir Jacques Dallest, qui était procureur général, magistrat, juge d'instruction. Il y a eu un tête-à-tête avec Michel Fourniret, qui est décédé aujourd'hui. Oui. Qui s'est retrouvé... Guy Georges, Francis Holm. Oui, donc les pires, finalement, criminels. Je pense toujours à ce gars qui a été tué dans une voiture, une balle dans la tête, et les auteurs ont mis le feu à la bagnole, et il a fallu lui sectionner les chevilles pour sortir le corps. Est-ce que tu as eu peur pour ta sécurité ou celle de ta famille? Ah ouais, un sniper, un gars avec un fusil à lunettes, il aurait pu me flinguer. Hein. En tant que père, est-ce que tu as déjà failli craquer dans un interrogatoire? Les pères incestueux, ça, c'est les plus glauques. Mais c'est ma gamine qui voulait, elle avait 10 ans, mais c'est elle qui voulait. Il y a des types que j'ai envie de leur filer des coups dans la figure. Est-ce que toi, t'es pour la peine de mort? Ça, c'est difficile de se dire on va exécuter quelqu'un, mais je me mets à la place des victimes. Imaginez que le meurtrier de leur fils ou de leur fille soit toujours vivant, c'est insupportable. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Légende. Aujourd'hui, on va recevoir Jacques Dallest, qui était procureur général, magistrat, juge d'instruction. Il a eu beaucoup de postes à haut niveau dans la justice. Il va nous raconter son parcours. Il était venu au départ, il y a 2 ans, lorsqu'on avait lancé le média. Il était venu une première fois nous raconter quelques anecdotes. Il a notamment été le procureur général de l'affaire Maëlys. Il va nous parler aussi, donc il a évidemment géré l'affaire avec Nordal Lelandais. Il a aussi géré l'affaire du préfet Erignac, qui était à l'époque en Corse. Il était procureur à Ajaccio. Il va nous raconter son parcours, tous les crimes qu'il a pu vivre, voir de ses yeux, puisqu'il a eu beaucoup d'affaires. Vous allez voir, il a sorti un livre avec 42 crimes à l'intérieur. Il va nous expliquer tout ça. C'est parti avec Jacques Dallest, l'épisode numéro 2 sur Légende. On y va. Je m'appelle Jacques Dallest, je suis un ancien magistrat, j'ai été juge d'instruction et procureur de la République, et je vais vous raconter un certain nombre d'affaires qui m'ont marqué. Et ben voilà, tu peux clapper, et puis on commence. Je vais te reprendre le clap. Bienvenue Jacques. Merci de venir jusqu'à nous. Merci. Pour cette 2e émission. On s'était vu il y a à peu près 2 ans. On avait lancé le média à l'époque et on avait fait une première émission qui était un petit peu plus courte. Tu m'as dit de te tutoyer aujourd'hui. Ah bah oui, ben voilà, on peut tout se permettre. Et puis ça permet justement, ça me permet d'être plus libre dans mes propos et d'être presque plus sincère. J'ai plus d'images, Tu faisais plus attention il y a 2 ans? Oui, parce que c'était le début, si tu veux, mais maintenant... peut tout me permettre. C'est ça qui est bien. Hein. Tu vas nous raconter, tu as sorti un livre qui s'appelle Sur les chemins du crime, voilà, chez Mareuil Éditions. Je mettrai le lien, si vous allez le commander directement dans la description, directement sur la vidéo YouTube. Il y aura le lien, vous n'avez plus qu'à cliquer dessus et vous pourrez trouver le livre directement. Et en podcast audio aussi, dans la description du podcast, peu importe la plateforme sur laquelle vous nous écoutez, il y aura directement le lien. Tu parles de 42 meurtres à l'intérieur. Ouais. Tu expliques des meurtres, comment ça se passe. On a été surpris, nous, à le lire. On savait que souvent la fiction racontait des trucs assez incroyables, mais en fait, la réalité la dépasse vraiment là dans tes histoires. Il y a des histoires avec des meurtres de boules de pétanque, quelqu'un qui a tué, qui avait une ardoise dans un bar, qui va tuer le patron du bar parce qu'il n'a pas envie de payer son petit café. C'est quand même pas un projet très long terme, très long terme sur sa vie. Cette fois-ci, tu repartiras avec un mug, contrairement à avant. Avant, on n'avait que 2 mugs. Maintenant, on a fait le shop de l'émission, donc tu pourras partir avec ton mug. Ouais, super. On a fait un shop. Voilà, vous pouvez aller chercher le mug si vous voulez faire un petit cadeau, si vous avez des copains, des potes, la famille qui aime bien le podcast aussi. Il y a les t-shirts, les autocollants aussi que vous pouvez mettre à l'arrière de la voiture. Ça fait toujours plaisir. Et voilà, c'est shop.legende-groupe.fr. En tout cas, merci beaucoup du soutien. Et comment ça s'est passé depuis que tu es venu? On t'a parlé de l'émission d'ailleurs? Ah bah oui. Mes filles, évidemment, le regardent beaucoup. Elles aiment bien le côté spontané, direct, sans langue de bois. Et je trouve qu'il faut que les invités, d'ailleurs, soient sur ce registre, hein, il me semble. Après, chacun a sa personnalité, hein, c'est évidemment. Et c'est ça qui est bien, parce que il faut rendre accessible des choses, des milieux un peu mal connus, un peu compliqués. Peut-être la justice en est un. Si la justice, on s'y intéresse un peu contraint et forcé. Hein. On peut passer toute sa vie sans aller dans un palais de justice. Puis le jour où on est concerné, là, on découvre un drôle d'univers. Et il faut, je pense, qu'on se soit plus simple dans le discours, dans les mots utilisés, que la justice communique davantage, se filme, voilà, explique. Parce que les lois changent tout le temps. Et c'est pas forcément inné chez les magistrats qui ont une espèce de devoir de réserve, qui sont pas toujours bien formés à ça. Et moi, je pousse et je fais beaucoup dans la communication. J'ai fait des sessions de formation là-dessus. J'ai même été en Algérie, il y a pas longtemps, pour former les femmes procureurs algériennes à la communication. Jeunes femmes, et c'est vraiment sympa. Comme quoi, tous les pays se mettent à ça, et la justice doit faire des efforts, et surtout en France.
Toi, on va parler de ton moment où tu as été magistrat dans ton parcours. Tu as vraiment fait un peu tous les échelons, tous les métiers finalement. Ouais. Le métier de magistrat, moi c'est le magistrat pénaliste. Je me suis occupé essentiellement de criminalité, parce qu'il y a des magistrats civilistes qui s'occupent d'affaires de divorce et autres. Moi j'ai toujours voulu être confronté au crime. Tu disais un truc, tu disais, en fait, tu as fait concours des magistrats pour être juge d'instruction après. Oui. Et tu dis, il y a une chose qui me marque quand tu es étudiant, c'est la première fois que tu vois une autopsie. C'est un truc qui t'a un peu... Oui, dont je me souviens encore. Il y a des gens qui sont pas traumatisés par ça, il y en a d'autres qui le sont à chaque fois. Chaque être humain est très différent. On est confronté à l'école de la magistrature, on peut assister à une autopsie, on est en groupe, mais quand j'étais élève magistrat au tribunal d'Annecy, je me souviens avoir été à la morgue de l'hôpital, il y a un type qui en avait tué un autre, et j'ai assisté à ma première véritable autopsie. J'ai vu un type avec le ventre ouvert, je me suis dit, mais l'autopsie a déjà commencé. En fait, il avait été éventré, le gars avait traversé la route avant de s'effondrer dans l'hôpital, et j'avais assisté à l'autopsie, et là, j'ai vu des trucs incroyables. Et là, tout de suite confronté avec la mort, de façon la plus brutale, quoi. Et ça marque, et je m'en souviens encore. Ça t'a pas donné envie de changer de métier? Non, parce que je me suis dit, au contraire, j'étais un peu préparé à ça. Quand on s'occupe d'affaires pénales, on sera confronté à la mort violente, la mort brutale. Et ça aurait pu, au final, me dissuader, mais non, au contraire, j'ai appris beaucoup sur la nature humaine, et c'est ça qui est, avec des choses effrayantes, mais aussi des choses plus heureuses, heureusement. Tu as dû faire passer beaucoup d'interrogatoires dans ta carrière, voir des gens, des rencontres. Ouais. C'est quoi un bon interrogatoire dans ton métier? Quand on est juge d'instruction, le boulot, c'est d'arriver à faire parler la personne mise en examen, ou victime d'ailleurs, sur les faits, savoir ce qui s'est passé. Le boulot du juge, c'est de rassembler un dossier avant que de le transmettre éventuellement à un tribunal ou à une cour d'assises. C'est une instruction. Et donc, il faut faire parler les gars ou les femmes. Et ça, c'était un peu un tête-à-tête. De temps en temps, ça marche. Et donc, j'ai eu des braqueurs, des escrocs, des pères incestueux, toutes sortes de gens. Et on n'interroge pas un père accusé d'inceste comme on interroge un braqueur ou un vendeur de stupes. Et j'ai connu un peu tous ces cas de figure, comme tous mes collègues d'ailleurs. En fait, tu disais que tu étais père avant. Ouais. Combien d'enfants? 2 filles. 2 filles. Ouais. En tant que père, est-ce que tu as déjà failli craquer dans un interrogatoire où le gars a fait des trucs tellement durs? Oui, il y a des types que j'ai envie de leur filer des coups dans la figure. Mais le juge, il doit garder son calme. Le juge, il instruit à charge et à décharge. Donc, il n'est pas là pour juger, il est là pour instruire le dossier, le préparer. Et donc, j'ai eu des types qui m'ont spécialement antipathique. Finalement, les types les plus sympas, c'était les braqueurs. Espèce de code d'honneur, des gars plutôt courageux. Les anciens, tu veux dire Ouais, des anciens. Alors, ils ont un peu disparu, les braqueurs de banque, tout ça, mais des types qui travaillaient en équipe avec une forme de loyauté. Les pères incestueux, ça, c'est les plus glauques. Mais c'est ma gamine qui voulait, elle avait 10 ans, mais c'est elle qui voulait. Enfin, jamais accepter la réalité. T'as eu des mecs qui te disaient ça? Ah bah oui, ils me disaient... Ils y croient ou certains y croient. Ou, alors, c'est un système de défense. Ah, mais elle était d'accord, elle m'a laissé faire. Rarement, ils étaient dans la culpabilité, si tu veux. Et donc, t'as envie de les secouer, mais t'es pas là pour ça. Donc, tu dois les interroger, noter sur un procès-verbal ce qu'ils ont dit, pour qu'après, la cour d'assises juge. Et toi, t'es pas là pour les violenter. Sinon, si tu les engueules, ils peuvent se refermer. Et puis, l'avocat dira, monsieur le juge, vous perdez votre sang-froid. Donc, il faut se maîtriser, même si j'ai vu des types... tellement ce qu'ils avaient fait était horrible qu'il fallait que je dépasse ça pour pouvoir les interroger, tu vois, sur exactement ce qu'ils avaient fait, de façon froide, un peu clinique. Donc, c'est pas toujours facile, quoi. Est-ce que tu as des questions pièges? Est-ce que tu as été formé pour voir si quelqu'un te ment? On va parler de cas précis après, mais c'est intéressant de comprendre tout ça. Est-ce que tu as été formé par l'armée? Je sais pas, il y a des psychologues à l'armée qui sont très forts. En fait, non, on se forme tout seul. À l'école de la magistrature, on te donne des cadres généraux, mais tu es confronté quand tu as tes dossiers. Et comme tu as des dossiers très différents quand tu es juge, je te dis, tu as une escroquerie, un trafic de stupes, des cambriolages, tu as des profils d'auteurs qui sont très très différents. Et donc, au final, tu te formes, tu te formes intellectuellement sur le type que tu as face à toi. Je te dis, un assassin qui a tué sa femme, il n'est pas comme un vendeur de drogue. Et donc, à un moment, tu t'adaptes. Et tu n'es pas forcément là pour poser les questions pièges, tu es là pour les titiller pour qu'ils te disent, si possible, la vérité. Tu avais ton truc à toi, où tu savais que tu avais une petite technique. Monsieur, il ne faut jamais rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Il faut tourner un peu autour du pont et essayer de libérer la parole. Il faut que le gars ait un peu confiance en toi. Donc, tu peux parler de choses un peu anodines, etc. Et puis, petit à petit, tu resserres le filet sur les éléments un peu gênants pour le gars. Et puis, tu lui demandes ses explications.
Comment tu peux savoir si un suspect te ment? Est-ce que tu as une... C'était quoi ton truc à toi? Comment est-ce que tu vois si le mec te prend pour un con? Moi, je pense que certains ont largement menti, et je le savais. D'ailleurs, certains avaient un petit sourire. Tu sais. Les braqueurs, par exemple, les malfrats, ils te disent n'importe quoi avec un petit sourire. Donc, tu notes, t'en penses pas moins. Mais d'autres, pour qui c'est la première fois qu'ils sont face à un juge, ils te disent la vérité, mais ils vont minimiser, tu vois, ils vont atténuer. Je voulais pas le tuer, je lui ai filé 20 coups de couteau, mais je voulais pas le tuer. Je lui ai tiré dans la tête, mais c'était pas pour le tuer. Enfin, donc, il y a un moment, tu mets ça, tu notes leurs contradictions, et puis tu dis, bah, vous me dites ça, mais bon, vous vouliez pas le tuer, vous lui donnez 30 coups de couteau, qu'est-ce que c'est? Et puis, tu as des gens qui ont des malades mentaux, il y a des gens qui sont vicieux, il y en a qui ont des regards durs, d'autres plutôt naïfs. Enfin, voilà, toute une galerie de personnages. Tu dis, il n'y a pas de physique de tueur. Ouais. Ça peut être monsieur, madame, tout le monde. C'est des gens, en fait, ils rentrent dans ton bureau, ils sont à peu près normaux. Ah ouais. Pas tous. J'imagine que tu as vu des gens extraordinaires, mais tu as des gens qui ont l'air à peu près normaux. Les plus grands tueurs que j'ai rencontrés, c'était des types ordinaires, qui avaient même plutôt une bonne tête. Hein. Bah, Nordal Lelandais, c'était plutôt un playboy, hein, qui a une paquet de copines au moment du procès. Séducteur, sportif, etc. N'empêche, c'était un sacré meurtrier. Donc, à un moment, il faut dépasser le physique. Ce qui m'a marqué, peut-être, c'est des regards. Je me souviens d'un type, je le raconte dans le bouquin, qui avait moitié décapité un gars pour une histoire d'alcool. Le type, c'est un petit bonhomme, il avait un regard noir, en tête à tête. Hein. Et je me disais, ce gars-là, ce regard, il devait être encore pire quand il a à moitié décapité sa victime. Parce qu'on a des assassins qui, finalement, ont un regard à peu près normal. Mais quand on a une victime qui, elle, a survécu à son crime, elle te dit, il avait un regard noir. Moi, j'ai souvent entendu, tu sais, la pupille qui se dilate. Et ce gars-là, je me souviens, et même au procès, il avait toujours ce regard de tueur. J'en ai pas rencontré beaucoup qui avaient un regard de tueur, mais là, c'en était un. Est-ce que tu as eu un physique vraiment qui t'a étonné, qui détonnait du reste? Oui, je me souviens d'un type qui avait un drôle de regard, mais qui avait surtout une allure générale. C'était un universitaire qui avait tué sa femme. Et c'était un monsieur tout le monde, plutôt brillant, intelligent. Et voilà, donc voilà, c'est quelqu'un qui m'a marqué, mais j'en ai tellement d'autres. Et finalement, on oublie un peu les physiques, avec encore une fois des profils très très différents, mais pas que des assassins. C'était une personne intelligente, tu dis que personne intelligente, oui. Oui, quelqu'un qui avait réfléchi et qui avait un langage posé, tout à fait analysé. Et même ces gens-là peuvent être assez manipulateurs, parce que comme ils sont assez intelligents, ils essayent de détecter dans le juge un peu comment il se positionne. On peut pas les coincer facilement, et c'est des gens qui maîtrisent. Après, ils peuvent être aussi détruits par l'acte qu'ils ont commis. Hein. Certains ont du mal à s'en remettre par rapport à des délinquants habitués. Et il m'est arrivé de rencontrer des individus, pas forcément pour meurtre uniquement, hein, mais pour des délits qui avaient tout à fait une allure de monsieur, tout le monde. Je dis monsieur parce que les femmes, c'est quand même plus rare, mais même si j'en ai connu pas mal aussi. Est-ce qu'il y a un détail physique commun à tous les tueurs? Toi qui en as vu beaucoup dans ta carrière, procureur, magistrat, juge d'instruction. Non, il n'y a pas de détail, il n'y a que le regard. Le regard que dépeignent les victimes, mais quand elles ont survécu. Évidemment, celle dit vraiment ce regard d'assassin, et ça il y a que celle qui dit qu'il le s'en souvient s'il y a une tentative de strangulation, parce que malheureusement beaucoup de victimes sont plus de ce monde, et ça revient régulièrement, ce genre de choses. Des gens aux yeux bleus aussi, j'en ai connu un certain nombre, hein, qui pouvaient être des assassins sans en tirer des enseignements définitifs, si tu veux. Non, mais il n'y a pas un physique type. Tu sais, de meurtrier, ça peut être un type très gros, un type très, très mince, un grand, un petit. Il n'y a pas de physique. C'est plutôt dans l'allure générale, mais ce qu'on a du mal à retrouver, c'est leur tête au moment de l'acte. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil, toi qui as vu plein de meurtres et de crimes, qu'est-ce qu'il faudrait donner comme conseil à vous tous, chez vous? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il faudrait éviter de faire dans la rue pour éviter de se faire tuer si on tombe face à quelqu'un d'un peu fou? Oui, alors, si on croise un schizophrène, c'est imparable. Un type qui voit en toi quelqu'un d'agressif parce qu'il te demande une cigarette, tu lui donnes pas, il te plante, malheureusement, imparable. Après, désamorcer la tension, j'ai eu beaucoup d'affaires où un mot malheureux de la victime a pu déclencher l'acte. Tu me fais chier, vous m'emmerdez, j'ai rien, ça peut être faire gaffe à ce qu'on dit. Cela dit, rien n'est sûr hein, dans ce domaine. Et il y a des victimes qui n'avaient strictement rien à se reprocher. Elles croisent la route d'un type et ça se passe mal. Désamorcer par la parole. Il y a eu des victimes qui ont survécu parce qu'elles ont pu parler à leur voleur, à leur agresseur, trouver les mots. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Souvent, il y a la panique qui paralyse. Et celles qui ont réussi à trouver les mots,
elles ont une chance de survivre, c'est pas certain non plus. Et donc, il n'y a pas de code particulier. Si on peut parler, expliquer, ben voilà, je suis mère de famille, voilà, ça peut peut-être. Je dis pas que ce sera forcément obligé, mais ça peut permettre de désamorcer cette violence. Tu parlais avant des femmes tueuses, c'était moins nombreuses. En 2023, en France, moins de 10% des personnes mises en cause pour homicide sont des femmes. Donc c'est vraiment 10%. C'est même moins de 10%, donc c'est pas grand-chose. Est-ce que tu as déjà eu une histoire justement de femmes tueuses qui t'a marqué ? Bah, écoute, j'étais juge d'instruction à Lyon. Et au même moment, je détenais, c'est-à-dire j'avais des femmes inculpées, mises en examen. J'en avais 4 que j'avais écrouées, qui avaient toutes tué un homme. L'une, son père, avec qui elle couchait depuis des années. Elle avait 24 ans. Jusqu'au jour où elle en a eu marre. Il y a des familles... Une, c'était son amant qui la maltraitait. L'autre, c'était son mari qui l'humiliait. J'avais 4 femmes qui avaient tué dans des circonstances un peu différentes chaque fois, par arme à feu, par couteau, et des femmes qui n'avaient pas fait parler d'elles, si tu veux. Et ça m'avait surpris d'avoir autant de femmes meurtrières en même moment. C'était peut-être un hasard. Et j'ai croisé la route d'un certain nombre de femmes. Je dis souvent que les femmes tuent peu, mais tuent bien. Elles tuent nettement moins que les hommes, mais quand elles tuent, elles le font directement ou comme complices, comme instigatrices, si tu veux. Et ça, elles arrivent à manipuler quelquefois les hommes. Et finalement, elles s'en tirent quelquefois mieux au moment de la condamnation que l'homme. C'est étonnant, alors qu'elles ont peut-être été à l'instigation, mais elles ont peut-être des circonstances atténuantes. Mais j'ai vu quand même des femmes, qui est d'ailleurs, lors des reconstitutions que je faisais, les reconstitutions, c'est quand le juge refait l'acte, elles s'y prêtaient volontiers. J'en ai une qui avait égorgé son mari, elle le faisait volontiers. On avait un mannequin, elle avait pris un coin en fer, et elle lui avait défoncé la tête, elle avait le tranchant d'une hache, elle le faisait volontiers au moment de la reconstitution. Le tranchant de quoi ? D'une hache avec lequel elle avait à moitié décapité, plus des coups en fer sur le tête, d'un coin en fer pour couper le bois, elle lui avait défoncé la tête. Et je pensais qu'elle ne ferait pas la reconstitution, mais elle l'a fait. Et j'ai remarqué qu'elle se prêtait volontiers aux actes que je leur demandais de faire. Il y a des types qui disaient non, moi je veux pas refaire, c'est trop dur pour moi. J'étais surpris de la facilité avec laquelle elles acceptaient de refaire le geste de leur crime, ce qui était quand même pas évident. Hein. Plus détaché, tu veux dire ? Plus détaché, ouais, comme si elles acceptaient l'acte de justice. Et finalement, à l'audience, elles avaient la même attitude et ça leur profitait. Ton livre s'appelle « Sur les chemins du crime », par Jacques Dallest, chez Mareuil Éditions. Et si vous voulez les chercher, tu parles de 42 meurtres à l'intérieur. Ouais. Ça vous dit d'aller les chercher, je vous mettrai le lien en cliquable directement sous la vidéo sur YouTube, dans la description, et sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Podcast, sur Amazon Podcast, si vous nous écoutez en podcast audio. Merci de faire de Légende le premier podcast de France. Je vous le mets dans la description, vous n'avez plus qu'à cliquer, comme ça vous pouvez le chercher. Qu'est-ce que tu racontes là ? Tu racontes plein d'histoires, en gros, de meurtres que tu as pu suivre. Ouais, et j'ai une préface faite par Martine Montaigne, première femme flic PJ à Paris, et qui a traqué Guy Georges d'ailleurs. J'ai voulu raconter, et de façon très simple pour le lecteur, qui peut être un juré de cour d'assises, des crimes. Les crimes, c'est un acte extraordinaire, commis finalement par des gens ordinaires, c'est ce que j'ai voulu raconter, et montrer la diversité des mobiles. On peut tuer pour plein de raisons. On va y revenir dans 2 secondes. Juste cette femme qui a essayé tu disais de couper la tête, trancher la tête de son mari avec une hache, là. Ouais. Tu as fait la reconstitution. Elle a avoué son meurtre, c'était bien elle, donc il l'avait fait au début, tu la reçois, machin. Elle l'avoue au bout de 4 jours, quand même. Ouais. Pendant 4 jours, elle va dire que c'est pas elle. Elle prend combien de prison ? Elle a été condamnée à 15 ans, ce qui était une peine assez lourde, parce qu'elle avait été humiliée par son mari qui la maltraitait psychologiquement. Puis il y a eu une cassation, elle a été rejugée, sa peine est descendue à 12 ans. Au moment du procès, elle a reconnu les faits, mais ça avait beaucoup choqué les gens parce que l'acte était quand même très très violent. Mais elle avait des circonstances atténuantes par rapport à d'autres que j'ai connues où là, les circonstances atténuantes étaient quand même moins évidentes. Tu parles dans le livre aussi d'une fille de 24 ans qui a une relation particulière avec son père. T'en parlais juste avant. C'est ça. T'en parles plus précisément dans le livre. Elle est à la fois donc sa fille, à la fois sa femme, sa maîtresse. C'est un peu... Et sa collaboratrice, son salarié, parce qu'elle travaillait avec son père comme artisan. En fait, il faisait... Sa fille, elle lui servait de femme, de maîtresse, d'ouvrière, etc. Et jusqu'au jour, elle en a eu marre. Je me souviens, c'était une femme, une grande costaud. Elle avait une corpulence solide et elle ne supportait plus d'avoir cette relation que lui avait imposée son père au départ. Finalement, qu'elle acceptait, mais contre son gré, jusqu'au jour où il y a une dispute et elle le plante. Mais elle est où, sa mère ?
Elle avait disparu, je crois qu'ils étaient divorcés. Et lui avait fait d'elle sa femme, d'une certaine manière. Et il l'exploitait parce qu'il était artisan. Mais ça existe en France, ce genre d'histoire. Et oui. Mais c'est des familles qui ressemblent à quoi? Enfin, c'est des vies anormales, si tu veux. Mais on voit des itinéraires incroyables. Des gens, alors les familles tuyaux de poil où tout le monde couche avec tout le monde dans la famille. Tu sais, des histoires d'inceste. Ça arrive, hein, tout le monde... Enfin, le père, les enfants... Je me souviens d'une affaire que j'avais instruite à Rodez, premier poste, à la campagne, d'un type qui venait, un paysan, et ces deux gamines, elles venaient le voir, je crois qu'elles étaient placées, puis elles venaient le week-end, et ben il les sodomisait, des gamines, pour ne pas laisser pas de défloration, mais justement pour ne pas laisser de traces. Et je me souviens, enfin c'est sordide, hein, le médecin légiste avait parlé d'une béance anale. Je ne sais pas si tu vois le no, ça m'a marqué parce que je me dis, mais le type, il a poussé l'ignominie jusqu'à ne pas violer vaginalement ses filles, de façon à ce que d'être un peu impuni. Donc c'est sordide ce que je raconte. Mais tu vois, c'est des trucs qui m'ont marqué. Et ça, tu père incestueux. Ils prennent cher, ces mecs-là. Bah, il a dû être condamné à au moins 20 ans de prison, je crois. C'était vraiment... Il avait reconnu, d'ailleurs, au bout d'un moment. Il disait, bah oui. Puis lui, il avait l'impression de faire presque quelque chose de normal, quoi. C'était presque du bétail, tu vois. Donc des choses, pas seulement dans le milieu rural, hein, tu peux avoir ça en milieu urbain. Des gens qui, à un moment, sont complètement... ont perdu des repères, si tu veux. Les enfants, c'est des objets. Tu vois ça avec des pervers sexuels, enfin toutes sortes de gens. En fait, on est confronté à la misère humaine, à ce que l'homme a au niveau plus sombre, si tu veux, dans tous les domaines. Hein. Quand tu parles, excuse-moi, mais celui qui sort avec sa propre fille, ils font quoi dans la vie? Enfin, ils ressemblent à quoi? Si tu le croises dans la rue, tu peux voir. Tu t'en rendras pas compte. Ça peut être ton voisin, ça peut être l'artisan qui vient de te voir, ça peut être ton commerçant. Tu es très surpris de ça. Ça peut être un notable. Il y a eu des affaires célèbres. Regarde Pellico, ces histoires où il fait venir des types pour violer sa femme. Marie-Gisèle Pellico. Donc tu étais très surpris. L'os Warneck, là, le chirurgien qui a été condamné. Tu sais, il n'y a pas un profil social, sociologique particulier. Ça peut être n'importe qui. Puis, et donc, pardon, cette fille, donc, va un jour se décider à tuer son père. Parce qu'il s'était disputé. Et je crois qu'elle avait accumulé de la rage. La rancœur, si tu veux, puis à un moment, comme souvent, c'est une parole malheureuse ou un geste qui provoque l'explosion. Tu sais, c'est un détonateur. Et il suffit qu'à un moment, il y a ce mot-là, et pour que, boum, on passe à l'acte. Alors peut-être qu'il n'y aurait pas eu ce mot, ça se serait bien passé. Et là, elle l'a dit, j'en ai eu marre, et elle lui a reproché des années, tu vois, d'exploitation, et elle l'a poignardé, il en est mort. Et elle aussi, la reconstitution, elle l'a faite volontiers. Et je crois qu'elle était vraiment soulagée de la mort de son père, et elle a été condamné à une peine assez 6 ans de prison. C'est légère pour... elle est assez légère. C'était pas un crime prémédité, mais c'était un meurtre, clair et net. Et elle avait quand même vécu des années de souffrance. Il y avait un truc qu'on disait à l'époque, on disait, tiens, si c'est un vrai ami, c'est un mec qui t'appelle pour cacher un cadavre et qui vient t'aider. Est-ce que tu as déjà eu des histoires Oui. J'en raconte de copains qui se retrouvent dans une affaire de meurtre parce que juste c'est son ami et qui veut bien aider? Oui, j'en raconte une que j'ai vécue. Milieu un peu de marginaux qui vivaient en caravane, des gens très très modestes, et le type alcoolique qui s'est battu avec sa femme, elle-même alcoolique, il l'a tuée à coups de poing. Et il a creusé un trou entre le mur et sa caravane. Et il a fait basculer le corps avec l'aide d'un ami. Il a demandé à un pote de venir pour l'aider à faire basculer le corps. Et il l'a fait tomber dans le trou. Il a bouché le trou qui était donc... Il avait sa victime à 1 mètre de sa caravane. Et on a découvert des ossements 1 an après, 2 ans après. Et le gars est venu lui donner un coup de main. Lui-même alcoolique. Il a aidé un pote. Donc il a commis un acte de recel de cadavre. C'est pas lui, le copain, qui a tué, mais il a aidé à faire disparaître. Il prend de la prison pour ça quand tu vas. Oui, parce que ça s'appelle le recel de cadavre. Quand on vient donner un coup de main à quelqu'un qui a tué après coup, si on aide à le faire disparaître, on est coupable d'un délit et on peut se retrouver devant un tribunal ou une cour d'assises. Et tu prends de la prison ferme? Oui, ça peut être... Alors après, il faut voir si ça a été fait délibérément, comment ça s'est fait, si le cadavre a été coupé en morceaux, inhumé, immergé. Voilà, tout ça peut donner une idée aussi de la dangerosité des personnages. Si c'est des gens qui ont perdu tout sens de la mesure ou au contraire qui se sont contentés de transporter un corps. Mais on le voit, c'est souvent le copain ou un membre de la famille. On tue le père et on va s'en débarrasser d'une manière ou d'une autre. Parce que c'est pas facile de transporter un cadavre. C'est-à-dire si la victime, elle fait 80 kilos, transporter un corps... Alors j'ai connu des gens qui ont dépecé, qui ont coupé en morceaux, parce que c'est plus facile de transporter un corps dans une valise.
sauf qu'on laisse beaucoup de traces. Donc la tentation, c'est plutôt de faire disparaître le corps, de le transporter dans un véhicule et de s'en débarrasser. Mais pour ça, il ne faut pas qu'il y ait trop de voisins, pas trop de gens. Alors ça se fait la nuit. Et après, on laissera des traces chez soi, mais on laissera des traces dans son véhicule. C'est comme ça, d'ailleurs. Traces de sang Ouais, ou d'empreintes, ou d'ADN. On peut laisser des traces. La petite Maëlys, si Nordal Lelandais n'avait pas laissé... Il a pourtant nettoyé à fond sa bagnole. Il a laissé une micro-trace de sang sous le tapis de sol dans le coffre arrière. C'était du sang de Maëlys. On n'aurait jamais pu le condamner. Parce qu'on avait retrouvé l'ADN de la gamine sur le volant, mais il avait dit que lors de la soirée, il avait joué avec elle. Elle était montée dans sa voiture, ce qui expliquait son ADN. En revanche, il ne pouvait pas expliquer la présence d'une micro-trace de sang dans le coffre. Ça veut dire qu'il avait transporté. Oui, ça n'avait pas de sens. Ouais. Voilà. Et là, il a reconnu les faits. Et pourtant, il allait nettoyer sa bagnole. Donc, à un moment, ça trahit tout ça. Juste une histoire avant. C'est une sœur et un frère qui vont tuer ensemble. Ça arrive aussi, des crimes, fratrie. Oui, mais de toute façon, tout arrive. Tout arrive. Le père, la mère, le couple homosexuel, le couple hétéro, les enfants, des tueries familiales, tout arrive. Là, c'était une fille qui était avec un jeune. Ce jeune maltraitait cette fille. Il vivait chez elle. Et le frère de la fille avait pris parti pour elle, il se sentait humilié, l'autre se jouait les matadors jusqu'au jour, ils l'ont tué à coups de poignard, à coups de Jeannette, pour faire je crois que c'est des planches en bois sur lesquelles on passe le fer à repasser. La fille, l'auteur a été massacré, et la femme l'a lardé de coups de couteau. Alors que c'était son mec. Oui, tout à fait, mais elle ne le supportait plus. Et le frère a aidé sa sœur. Mais pourquoi ils ne sont pas tout simplement quittés ? Ben voilà. Ben, tu sais, il y a un moment où les auteurs se sentent pris à la gorge. Ils n'arrivent plus à faire partir la victime. Donc, il y a un moment, pour eux, la seule solution, c'est de s'en débarrasser. Le type qui s'incruste. Donc, il y a un moment, la chose la plus facile, c'est d'arriver à... Puis tu règles tes comptes. Non seulement tu fais disparaître quelqu'un, mais tu le tues. Tu vois. Et ça, malheureusement, je l'ai vécu à plusieurs reprises. Et là, la femme, elle avait joué un rôle très... Elle a pris la même peine, d'ailleurs, que son frère. Ce qui était normal. Il y a une histoire assez complexe dans le livre. D'ailleurs, c'est une femme qui veut se débarrasser de son amant. Au départ, elle sort avec un gars et elle n'en veut plus. Voilà. Pareil, au lieu de tout simplement le divorcer, enfin le quitter, elle va l'accuser d'avoir cambriolé sa maison. Ouais. Bah oui, c'est... Tu sais, quand on veut se débarrasser de quelqu'un, on trouve toutes les explications. Et ça peut être par une dénonciation, par une fausse accusation, puis ça peut être aussi par une organisation criminelle, tu vois, une entreprise qui est plus ou moins faite. Et ouais. Mais de toute façon, je te dis, dans ce bouquin, mais j'ai des collègues qui ont vécu aussi autre chose, j'ai essayé de raconter vraiment des trucs qui peuvent surprendre, mais qui finalement arrivent régulièrement, tu vois, des choses qui, moi, me surprennent encore aujourd'hui. Tu vois, je me dis, putain... Et finalement, au bout du compte, rien ne me surprend plus. Ouais, en fait, tu t'y fais. Ouais, parce que, de toute façon, le pire est toujours sûr en matière criminelle. Tu vois, c'est le truc. Le pire est toujours sûr. Et à un moment, tu dis, mais c'est pas possible qu'ils... Eh ben, et même un auteur de polar, il aurait du mal à imaginer ça. T'as qu'à prendre l'actualité, tu vois des trucs incroyables. Tu vois, des trucs, tu te dis, mais comment c'est possible ? Et à chaque fois, j'ai appris des choses. Et à chaque fois, tu demandes au psychiatre de t'expliquer pourquoi ils ont du mal, tu vois. Là, en fait, l'histoire qui est assez complexe, mais qui est assez folle, elle va l'accuser d'avoir cambriolé sa maison. Dans l'histoire, il y a la femme, son mari et l'ami de son mari. Ouais. Elle va donner rendez-vous à son amant pour dire, tiens, viens, on se voit. Et il va avec l'ami de son mari. Oui. C'est-à-dire qu'elle a mélangé un peu tout le monde. Ouais. C'est elle qui va la battre avec un revolver. Ouais. Voilà, elle utilise... C'est celle qui a réussi à manipuler son entourage pour arriver à ses fins. Et ensuite, c'est son mari qui va l'aider à se débarrasser du corps de son amant. Ouais. Et c'est ça que j'ai noté. Si tu veux, la femme, c'est l'organisatrice, c'est elle qui inspire le truc. Et puis, elle trouve toujours un proche, le conjoint, le mari, l'amant, pour l'aider. Oui, t'es trop faible. Donc on va se débarrasser du corps, on va y mettre le feu à la voiture. Ça se fait, ça aussi. De plus en plus d'ailleurs, enfin de plus en plus, ça se fait parce qu'on sait qu'on laisse de l'ADN, donc on brûle le corps, on brûle la bagnole. Et là, elle a réussi à monter tout un truc. Elle a été condamnée d'ailleurs avec l'aide d'un ami pour se débarrasser de l'amant. Et le mari lui-même est impliqué parce qu'il avait peur de l'amant.
on retrouve des scénarios invraisemblables. Ils avaient tous les trois ils te racontaient l'histoire d'une version différente. Oui, parce que chacun accusait à un moment, mais c'est pas la femme qui a tué, c'est pas moi, c'est lui. Lui, non, c'est pas moi, c'est la femme. Tu sais, il y a un moment, c'est du chacun pour soi. Hein. Quand il voit que malheureusement le coup a raté, bah, chacun aura tendance à dire c'est pas moi, c'est lui, c'est pas moi, c'est elle. Et là, c'est la femme qui a été condamnée. Elle a pris 20 ans, je crois. Ouais, je crois, ouais. Depuis début 2025, le collectif Nous Toutes a déjà recensé 60 féminicides en France. Dans ton livre, tu évoques une histoire d'une femme tuée par son mari qui a explosé. Je ne savais pas que ça existait. Dans la réalité, on n'entend jamais parler de ce genre d'histoire. Ouais. On les voit dans les films, vous savez, tu démarres ta voiture et ça explose. On le voit plein, c'est plus dans les ambassades, les États qui arrivent parce qu'il faut quand même brancher des fils, enfin, c'est quand même pas anodin. Incroyable, ouais. Et tu as eu ça en vrai? Ah ouais, c'est une affaire délicieuse pour moi à instruire, si je puis dire, parce que fallait que je démontre, comme juge d'instruction, hein, j'ai pas été au procès, j'ai été juge d'instruction. C'est une affaire exceptionnelle où une femme de ménage, divorcée de son mari, déjà depuis des années, le mari n'avait pas supporté ça, et il savait qu'elle déposait sa bagnole sur le marché le matin, il avait monté une machine infernale dans sa voiture, un truc artisanal avec de la poudre de chasse, gourde sous le siège avant, reliée avec des fils électriques au démarreur, enfin à la pédale d'embrayage et à la batterie. Et en appuyant sur la pédale d'embrayage, ça a fait 1000 contacts. Elle a été blastée, c'est-à-dire elle a été essoufflée par le... Donc tous les occupants de la voiture seraient morts. Elle était seule dans sa voiture. Et je pense qu'il avait peut-être envie de tuer l'amant de cette femme, mais il n'était pas dans sa voiture ce jour-là. Et donc elle a fait quelques mètres. Dès qu'elle a passé la première, et ben... Il avait mis quoi pour exploser ? De la poudre de chasse dans une gourde. Il y avait bien poudre de balles, quoi. Avec des ampoules de véhicules. On n'a pas trop donné de détails, mais... Ouais. Donc il avait cassé le verre pour que les filaments puissent être en contact avec la poudre, et avec un système de relié à la batterie, ça avait fait un contact électrique qui a mis le feu. Le truc organisé. Bricoleur. Et moi, j'avais essayé de faire toute une instruction pour voir si on avait trouvé chez lui des objets. On avait retrouvé différentes choses. Il n'a jamais reconnu les faits. Même au procès, il a toujours nié, c'est pas moi. Et finalement, il a été condamné. C'est pour montrer jusqu'à quelle machination un type qui est acharné à la perte de sa femme peut aller. Tu vois, le type, alors qu'ils étaient divorcés, séparés, c'était fini. C'était pas un gamin, hein. Le type avait une 50aine d'années. Il avait des connaissances. Je suis allé jusqu'au pays où il vivait pour savoir s'il y avait eu des trucs. Et il avait bricolé un engin mortel, mais qui a bien marché. C'est des mecs qui habitaient à l'étranger, qui venaient... Non, il habitait en France, mais d'origine étrangère, si tu veux. Donc on a fait tout un travail pour savoir si à l'armée, il avait eu des connaissances en explosifs. C'était un truc artisanal que ni toi ni moi on aurait pu faire, mais qui a bien fonctionné, si tu veux. Et la preuve, ça aurait pu être gravissime, parce qu'elle aurait pu, perdant le contrôle de sa voiture, tuer des gens en pleine journée, hein, en pleine ville. Tu vois, le truc... C'était dans quelle ville, ça? C'était Lyon, près de Lyon. Toi, tu étais procureur à Marseille, on va en parler après. Là, j'étais juge d'instruction à Lyon, et à Marseille, là, c'est les règlements de compte essentiellement, mais bon, voilà. Il y en a qui nient alors que tout l'accuse. Tu vas avoir une femme de ménage qui est en train de travailler, qui se fait sauter dessus par un sans-abri polonais, oui. Qui la tue. Oui. Tu as tout tu retrouves... vous la retrouvez, elle, le salaire, etc. Machin. Enfin, il n'y a pas de doute. Tu dis, on ne peut pas constater de viol, car il n'y a pas encore les tests ADN à l'époque, avant que ça arrive vraiment bien. Ouais. Comment ils retrouvent l'auteur des faits s'ils n'ont pas d'ADN ? Il y a tout un travail. Alors, il avait piqué la voiture de sa victime. C'est une pauvre femme de ménage qui travaillait dans un Algeco. Un matin, elle est agressée par ce type-là, qui tente de la violer, semble-t-il, et qui lui tire une balle dans l'œil. C'est te dire la violence du gars. Tuer une balle de sa victime dans l'œil, en plein œil. Et il a piqué la voiture de sa femme, et grâce à ça, on l'a reconnu, et puis on l'a arrêté, et puis après, on a retrouvé sur lui des bijoux de sa victime. Donc, il avait nié, il a même nié, je crois, jusqu'au procès, et il a été condamné à perpétuité, ce gars-là. Un vrai assassin, qui d'ailleurs avait dans le dossier, il était hirsute, barbu, parce qu'il était marginal, et quand je le vois 3 ans plus tard, au procès, je vois un type bien peigné, rasé, mais c'est le même homme, mais il avait une froideur. Je pense que c'est un psychopathe, parce que ces gens-là qui ont une froideur vis-à-vis des autres, j'en ai vu beaucoup, tu sais, comme Nordal Lelandais, ce qu'on appelle des psychopathes. Tu leur parles d'un meurtre, ils en ont rien à foutre. Pas d'émotion. Tu leur montres des photos du crime, rien.
tu te dis, ils ne sont pas concernés. Et quand on leur annonce le verdict, 20 ans, perpète, pas de réaction. Et ça, t'en as de temps en temps. Et j'en ai quand même croisé un certain nombre. C'est même pas la peine d'essayer de les faire avouer. Il faut simplement dire, monsieur, vous dites ça, mais là, il y a dans le dossier, dit, c'est pas moi, c'est tout. Il ne faut pas chercher à lui faire dire ce qu'il n'a pas envie de dire. Jusqu'au bout, il niera les faits, mais il faut que tu montes un dossier pour le faire condamner. Tu t'es jamais senti sale après avoir passé une heure avec un Fourniret, avec des mecs un peu, tu sais, tu te dis, tu as peut-être l'aura, les ondes qui dégagent. Si. D'abord, sale, j'ai eu des gens qui puaient. Hein. Non, mais est-ce que parfois tu parles à Fourniret une heure, tu as envie d'aller prendre une douche et il y a déjà, tu sais, les gens quand ils te sont présentés, c'est qu'ils sortent d'une garde à vue qui peut durer 2 jours, plus même. Dans certains cas, déjà, bon, tu as intérêt d'aérer le bureau, quelquefois. Bon, rien que ça, tu te sens sale. Hein. Ma greffière, elle se désinfectait d'ailleurs après, je me souviens. Et puis, c'est pas tellement ça qui est important, c'est sale moralement, bien sûr. Et le pire, c'est les histoires d'inceste. Tu vois, des gens... Parce que dans les histoires d'autres affaires, tu as une forme de courage quelque part de certains voyous. Là, c'est glauque. Là, c'est abuser de la vulnérabilité, tu sais, des enfants. T'en as beaucoup de ça? Ah, mais des affaires d'inceste, j'en ai eu des centaines. Et oui, j'ai été dans des endroits où, pas que des viols, mais des agressions sexuelles, des attouchements. J'ai eu ça énormément. Dans leur propre famille? Oui, mais comme beaucoup de mes collègues. Hein. C'est malheureusement le crime de viol, d'agression, le délit d'agression sexuelle, il est très très fréquent. Souvent dans le milieu familial. C'est les victimes parfaites. Ces types, ils s'en prennent d'abord à ceux qui sont les plus faciles d'accès, c'est-à-dire leurs enfants. Et plus ils sont petits, moins ils vont dire. C'est plus difficile de violer une adolescente que de violer une gamine de 7 ans, quoi, ou de 6 ans, ou de moins, de plus petite. Donc, et ça, c'est sûr qu'au bout d'un moment, tu te dis, ces gars-là... Mais tu dois prendre sur toi. Même si c'est saturé, tu dois respirer. Et puis au bout d'un moment, toi-même, tu banalises. Peut-être trop, mais c'est comme ça. Tu parlais de l'humiliation tout à l'heure. Il faut faire attention à ne pas humilier la personne. Ça peut être vraiment très grave pour certaines personnes de se sentir humiliées. T'as eu aussi un papy qui a tué sa femme parce qu'elle l'humiliait régulièrement. Un joueur de boules. Que sa femme lui reprochait d'être inactif, quoi, en fait. Lui, il jouait... Et puis c'est elle qui dirigeait... D'être inactif sexuellement, tu veux dire? Non, inactif, de ne plus avoir d'activité, il tournait. Et c'est elle qui tenait les cordons de la bourse et qui lui donnait un peu son argent de poche. Et puis tenait la culotte, quoi. Voilà. Et puis je pense qu'elle le rudoyait. Elle le rudoyait verbalement. Tu m'emmerdes. Elle faisait. Ouais. Puis un jour, à la cuisine, elle faisait son tiercé, je crois. Elle était assise. Lui, il en a eu marre. Je crois qu'elle l'a envoyé balader. Ouais, tu vas encore jouer à tes boules, je sais pas quoi. Et il a vu rouge. Elle était assise. Il a pris un marteau. Il lui a défoncé la tête par derrière. Et dans l'appartement, j'avais été sur place. J'ai vu plein de sang dans l'appartement, alors que la victime était prostrée, la tête sur la table. Je me dis, mais comment ça se fait? Et en fait, il avait donné des coups de marteau au chien, qui avait mis du sang. Vous voulez tuer son chien en même temps? Ouais. Et donc, d'ailleurs, le chien n'était pas mort, mais il avait laissé du sang partout. Et il expliquait que lui-même était humilié, qu'il en avait marre. C'était pourtant, ça faisait, je sais pas, 30 ans de mariage, tu vois. Le bon papy, à tout point de vue. Petit, tu vois, et qui a explosé et qui a été arrêté presque sur un jeu de boules, et il pensait avoir voulu, il était parti comme si il voulait faire croire à une agression. Bon, ça n'a pas duré très longtemps. Il a été confondu et il a été jugé. Il n'a pas été condamné à une peine très lourde. Mais là, voilà encore quelqu'un, tu vois, qui a gardé des années d'accumulation de frustration, et un jour, parole malheureuse de sa femme qui déclenche. Pac. L'humiliation. Ils regrettent pas, ces mecs, ces mecs ou ces femmes. Si. Est-ce que parfois ils se disent, putain, il voit sa femme morte et dit, qu'est-ce que j'ai fait en fait? Est-ce qu'ils s'en rendent compte après, quoi? La plupart te diront, pourquoi j'ai fait ça? J'étais pas moi-même, je comprends pas, j'ai une pulsion. On est rarement sur des actes prémédités, sauf ceux que je raconte. Tu es en série, ouais, ou même certains, quand je raconte une femme avec... le type s'est pris des coups de batte de baseball, la femme était au courant, c'était prémédité. Mais d'autres, c'est des fois l'impulsion, tu vois. Et après, ils regrettent. Et d'abord, ils ruinent leur vie, bien sûr. Ils ruinent la vie de quelqu'un, ils la détruisent. Et ils se disent que tout s'effondre, leur relation avec tout ça. Et ça, c'est
Là, ils finissent leur vie, quand ils font ça, c'est fini aussi. Alors ça dépend à quel âge. Hein, ça se passe. S'ils sont jeunes, ils ont un espoir. D'autres mourront en prison ou d'autres seront relâchés et puis ils devront quitter la région. On ne sait pas trop ce qu'ils deviennent d'ailleurs après. En 2023, les services de police en France et de gendarmerie, tout confondu, ont enregistré 353 800 victimes de violences intrafamiliales. C'est 1,5 fois Bordeaux. C'est énorme. Est-ce qu'il y a un lieu qui revient souvent dans les crimes justement intrafamiliaux dans les familles? Alors la cuisine, qui est le lieu le pire. J'ai constaté aussi que la cuisine... pas s'engueuler en couple dans la cuisine, c'est le lieu où on fait la cuisine, on bouffe, on boit. On boit, souvent. Et c'est là qu'il y a des altercations. J'ai eu des affaires, tu m'as fait du poisson, j'aime pas le poisson. Tu m'as fait trop cuire le steak. Mais j'ai eu. Ça eu des meurtres pour ça? Ouais, ça commence comme ça. Voilà. Et ensuite, ça dégénère. Et après, la dispute, on va... Et effectivement, dans la cuisine, il y a quoi? Il y a les couteaux. L'arme la plus usuelle, c'est le couteau de cuisine. Hein. Belle lame, et boum, et on prend, et ça peut commencer dans la cuisine, ou finir dans le salon, etc., ou dans la chambre à coucher. J'ai toujours dit que la cuisine est un endroit dangereux. Il y a de l'eau, de l'électricité, de l'eau bouillante. Voilà, et puis c'est un endroit où ça démarre. Puis il y a des objets dangereux, il y a des hachoirs, il y a toutes sortes de trucs. Il y a des produits chimiques plus ou moins. Voilà, tout ça c'est un endroit dangereux. Puis en plus c'est un endroit propice parce qu'il y a une poubelle, il y a l'évier, on peut faire disparaître, mettre sous l'eau la lame ensanglantée, enfin, tous ces trucs. Et j'ai souvent constaté que c'était là que ça se passait. Et donc, tu te dis que c'est étonnant, quoi. Là, on pense être le plus en sécurité, c'est pas tout à fait le cas. T'as un jeune qui va se penser ensorcelé par sa mère, aussi t'explique. Il a tué sa mère. Ouais, ça aussi, c'est une affaire marquante. Il croyait qu'elle l'avait envoûté. Et donc, c'est-à-dire envoûté? Il était persuadé que sa mère lui avait jeté un sort, qu'elle voulait sa perte. Et donc, alors qu'il n'était pas malade mental, hein, il y avait une atténuation de responsabilité, un garçon intelligent, hein, par ailleurs, qui n'était pas un délinquant, à un moment, il l'a tué aussi, parce qu'il voyait en elle une personne maléfique. Il a demandé à son frère de l'aider, son frère ne l'a pas aidé, il a tué sa mère pour se désenvoûter, parce qu'il voyait en elle quelqu'un qui pouvait ruiner sa vie, si tu veux. Donc, il y a un problème psychiatrique, hein, mais il n'a pas été déclaré irresponsable, il n'a pas été déclaré fou par les psychiatres, on l'a jugé. Et ce gars-là, je l'écris d'ailleurs, j'ai eu un bon dialogue avec lui, il était très intelligent, il avait bien compris. Il était d'où, lui? Il était de Lyon aussi? Ouais, c'était dans la région lyonnaise, il était d'origine étrangère aussi, ce garçon, et voilà. Et j'ai pu avoir un dialogue, et je pense qu'il a été condamné à une peine pas très importante, et je pense que depuis, il s'est réinséré, vraisemblablement. Mais c'était incroyable, quoi. À quel moment il décide de tuer sa mère? Un soir, elle est couchée, il va la voir, et il a un couteau, il la poignarde à plusieurs reprises, comme ça. Et elle hurle, son frère vient, et il demande ce qu'il fait, il fallait qu'il se débarrasse, tu vois. Et son frère aide pas sa mère? Non, son frère l'aide pas, sinon il aurait été jugé pour complicité, si tu veux. C'est pas le cas. Non, mais il aide pas sa mère? Non, il a dû être paralysé de terreur, quoi. Il voit, tu sais, t'imagines la scène de violence, de donner des coups sur sa propre mère. Il y a une autre affaire, on en parlera peut-être, hein, d'une tuerie familiale. Et donc c'est sidérant. C'est-à-dire que si tu vois ça, qu'est-ce que tu fais? Ça va tellement vite en plus que, voilà, malheureusement... Alors, un chiffre qui m'a choqué, qui m'a vraiment marqué, c'est une étude qui a été faite l'année dernière par l'université d'Auckland, qui dit que 30%, c'est beaucoup, 30% des adultes éprouvent de l'animosité ou de l'apathie, donc ils détestent en gros leurs frères et sœurs. 30% vraiment éprouvent de l'animosité. Donc ça, vraiment, ils en veulent profondément. Une personne sur 3 déteste en gros ses frères et sœurs. Et oui. Ça explique aussi les violences intrafamiliales, les meurtres et tout, dont tu parles depuis tout à l'heure. Ouais. Ça peut se finir très mal. Tu avais un jeune qui va tuer son père et ses frères, alors qu'ils sont dans une famille plutôt aimante. Ouais, parce que lui se sentait le vilain petit canard, c'était pourtant l'aîné. Ses deux jeunes frères, l'un était brillant dans ses études, l'autre c'était le petit, c'était le plus jeune, 8 ans, il était chéri de sa mère et il s'est senti un peu exclu. Et puis il s'est dit, si je tue toute ma famille, peut-être que j'hériterai plus facilement, dans son délire. Hein. Et il a tué à coups de revolver son père et ses 2 frères, il a tenté de tuer sa mère, il aurait pu tuer sa sœur, mais qui n'était pas là. Ça c'est en France, hein. En France.
Tout à fait, et il n'y a pas si longtemps. On n'entend pas trop parler de ce genre de... Bah, tu sais, c'est des affaires en poussent une autre, quoi. Et c'était terrible parce que ce gars-là, il avait tout pour réussir. Ses parents avaient bien réussi financièrement, ils étaient très à l'aise. Lui, on lui avait trouvé des boulots, il avait une vie. Et puis à un moment, ses parents avaient marre de sa paresse et il s'est dit, ils vont me couper les vivres. Et il est passé à l'acte. Et voilà. Et tu sais, au moment du procès, il y avait la mère qui était présente, et je dis qu'elle était triplement victime, parce que non seulement son mari et ses 2 fils avaient été tués, elle-même, elle avait été agressée par son fils très gravement, et dans le box des accusés, elle voyait son autre fils. C'est terrible d'avoir une mère aussi touchée que ça. Ça m'avait ému, et évidemment, je me disais, je crois savoir qu'elle vit toujours dans la maison des meurtres, cette dame. Elle n'a pas quitté la maison. C'est terrible, hein. T'as déjà été touché, personnellement, à en pleurer d'une affaire qui t'a un peu... Où le soir, t'es rentré, tu discutes à ta femme, tu racontes... Ouais. J'ai pas trop parlé autour de moi pour les protéger, d'une certaine manière. Puis tu sais, au bout d'un moment, t'as envie de t'évacuer. Parler d'autre chose. Ouais, c'est ça. Non, mais quand tu vis un truc fort aussi, ça fait bien de parfois en parler. Oui. C'est pour ça que dans les armées, parfois, il y a des gens qui ont des gens de confiance pour parler. Ça m'arrivait, mais peut-être qu'en l'écrivant après, ça m'a aidé aussi. On garde sur soi au bout d'un moment, parce que sinon, je dis, les autres, c'est dur pour eux, quoi, de toute façon. Oui, moi, quand j'ai vu des meurtres d'enfants, des enfants morts, ça t'émeut. C'est peut-être ça, parce que tu t'identifies d'une certaine manière. Quand j'ai vu le préfet Erignac dans sa mare de sang, je l'avais connu de son vivant, puisque j'avais travaillé avec lui. C'est la première fois qu'une personne tuée, je l'avais rencontrée vivante. Souvent, enfin, on les connaît pas, les victimes. Et là, ça m'avait quand même bien touché. On reste des êtres humains, tu sais. Mais après, il faut, encore une fois, se dominer, se maîtriser. Mais on a des flashs, tu sais, il y a des moments d'émotion qui reviennent. Moi, encore aujourd'hui, 20, 30, 40 ans après, je pense à certaines situations, si tu veux. Surtout, bon, quand je les ai écrites, j'ai jamais rien inventé, tu vois, pour être au plus près. Et ça pèse un peu. Mais bon, après, j'aime bien la montagne, j'aime bien la nature pour justement évacuer l'esprit. 62% des infractions commises en France sont des viols ou autres crimes sexuels. T'as une affaire qui a failli jamais être résolue avec un autostoppeur qui va d'un coup avoir une pulsion justement avec une femme qui va faire monter dans sa voiture. Ouais, c'est là aussi mauvaise rencontre. Le type qui revient, marchand forain, sa journée est terminée, il a un peu bu. C'est dans la campagne, il rentre chez lui avec son fourgon et là il voit une jeune fille qui faisait du stop. Alors aujourd'hui on fait plus trop de stop avec Blablacar et tout ça, elle monte. Et là, c'est l'été, il voit cette jeune fille, ils discutent, et puis, boum, il a une pulsion. Qui a marié, hein. Et puis, il s'arrête dans une clairière, il fait descendre la fille, il la traîne dans un fourré, il essaye de la violer, il n'y arrive pas. Elle se débat, et il lui fracasse la tête avec une grosse pierre. Et ça aurait pu être un crime parfait. À l'époque, en plus, on ne connaissait pas l'ADN. Il prend la fuite, et on retrouve donc le cadavre de cette jeune fille qui avait 18 ans, qui est rentrée chez ses parents le week-end. Mais il a signé son crime. Alors, je le raconte dans une histoire, il ne faut peut-être pas que je spoil l'histoire, mais il a laissé une trace. Ah si, tu peux pas dire ça. Non, en fait... On sait qu'il y a beaucoup de détails dans le livre, de toute façon. En fait, il avait un fourgon, et en reculant pour repartir, une de porte arrière s'est ouverte, et un carton de salaison, de saucisson qui est tombé. Et sur un bout de carton, il y avait son nom au feutre. Mais non. Si. C'est-à-dire qu'il avait signé son crime, le gars. S'il n'y avait pas eu ça... C'est coup de bol, hein. Ouais, voilà. La police. C'est la signature. S'il n'y avait pas eu ça, on aurait eu du mal parce qu'il n'y avait pas de témoins. C'était en pleine dans la campagne. On connaissait pas l'ADN. Oh, le carton de saucif là. Ah ouais. Attends, et lui, il a pris perpète, par exemple, pour voir. Non, parce qu'il est mort quelques jours avant son procès. On l'a retrouvé mort dans sa cellule. Ah. On ne sait pas trop. Il a été suicidé. Pas vraiment, mais je pense qu'il a fait un truc. On ne sait pas trop de quoi il est mort, mais peut-être le stress. Et il aurait été condamné à une très très lourde peine. Ouais, je crois que là, c'était abominable. Mais on aurait pu ne pas l'arrêter. Tu vois, des fois, ça tient un peu de choses. Hein. C'est le travail des enquêteurs, bien sûr, comme la petite tache de sang que j'évoquais pour Maëlys, mais ça peut être un coup de chance. Le gars qui laisse un truc lui appartenant, un objet qui tombe de sa poche. Si tu veux, il n'avait pas prémédité son truc. Donc, à un moment, il a fait une erreur. Il a un peu, je pense qu'il est parti un peu dans la panique. Il n'a pas vérifié que les portes soient ouvertes. Il y a le carton qui tombe. Tu t'es pas demandé à l'époque, mais quand tu es procureur général sur des affaires comme le préfet Erignac, Maëlys, etc., est-ce que tu as eu peur pour ta sécurité ou celle de ta famille? Est-ce qu'à un moment donné, quand on est sur des affaires aussi médiatisées, avec des gens qui peuvent être dangereux ou qui ne sont pas forcément retrouvés tout de suite ou qui font partie de mafia, connu tous les types de procès, est-ce qu'il y a eu des moments où tu as eu peur pour toi?
J'ai eu des gardes du corps. Après l'assassinat du préfet, pendant plusieurs mois, j'avais 3 gardes du corps, 3 officiers de sécurité. J'étais à Ajaccio et donc qui m'accompagnaient dans tous mes déplacements. Cela dit, ça, ta femme n'a pas dû apprécier au début. Non, qu'est-ce que tu fais là, non. métier Puis tu sais, quand tu es en Corse, tu as la mer d'un côté, la montagne de l'autre. Tu n'as pas 36 000 chemins pour rentrer chez toi ou aller au travail. Quand j'étais sur le cours Napoléon, qui est une artère centrale d'Ajaccio, j'avais un gars devant et 2 de chaque côté, donc c'était pas très discret. Je prenais l'avion, je passais pas à l'embarquement, donc c'était confortable, si tu veux, mais au bout d'un moment... tu passais pas au portique, là? Voilà, j'étais sur les premiers rangs. Bon, il y avait un petit côté confortable, mais c'était quand même pénible et stressant, parce que tu te dis... Et puis tu sais, j'étais assez fataliste, je me disais, de toute façon, si un gars... vont tuer. Ah ouais, un sniper, un gars avec un fusil à lunettes, comme en Corse, tu as toujours des points hauts, il aurait pu me flinguer, Et puis il m'arrivait de temps en temps de faire des escapades tout seul. J'en parlais pas aux gardes du corps pour respirer. Et j'ai voulu éviter que ça soit trop pesant pour ma famille, si tu veux. J'avais ma femme et mes 2 filles. Et j'ai de nouveau eu des gardes du corps un peu après pour l'affaire des paillotes, une autre histoire. Voilà. Mais c'est lourd. Et à un moment... alors ça peut avoir des aspects confortables, mais c'est pas discret et... Ça pèse, quoi. Donc, j'étais content quand ça s'est terminé. Tes enfants, t'as jamais reçu de menaces, même Si, ça m'est arrivé. J'ai eu un petit cercueil une fois sur un dessin, tu sais, mais rien de sérieux. Rien de sérieux. Aujourd'hui, je suis un peu inquiet sur les menaces qui peuvent peser sur certains magistrats, tu sais, avec les narcos, là, des gamins un peu flingueurs. On n'est pas à l'abri un jour qu'un magistrat ou un policier se fasse tuer par un jeune à qui on aura donné un peu d'argent pour aller flinguer un juge ou un procureur. Ça pourrait arriver. Aujourd'hui, vu l'abaissement de l'âge des criminels, c'est pas écarté. Une époque, ça pouvait être que des gros voyous qui faisaient. Le juge Michel, qui a été tué en 80, c'est par des gros malfaiteurs. Aujourd'hui, ça peut être des malfaiteurs qui peuvent en vouloir un juge comme ça et qui trouveront un tueur à gage, un gars, mais qui sera un jeune, qui n'aura pas compris que c'est un juge. Et ça, faut faire gaffe à ça, mais c'est quasiment imparable. Tu ne peux pas protéger tous les juges et tous les procureurs de France. Tu as un crime qui a été résolu 4 ans après, avec une histoire c'est un couple, en fait, une histoire de plan à 3. Alors, c'est une affaire assez surprenante d'une fille un peu marginale, toxico, qui était avec un type, un transsexuel, et qui, à un moment, ils se prostituaient tous les deux. Ils se sont unis pour aller agresser un client. Donc ils sont allés sur le port et puis ils ont trouvé ce type-là qui est monté dans leur voiture pour aller faire quelque chose dans un bois. Et là, le type, lorsqu'il commençait à se mettre à l'aise, la femme derrière l'a égorgé, l'a lardé de coups de couteau avec l'aide du garçon qui était avec lui. Ils sont acharnés sur lui, ils l'ont laissé. Et on a retrouvé un cadavre comme ça. Ils ont sorti de la voiture, ils l'ont abandonné dans les fourrés. Ils ont pris la voiture de leur victime, qu'ils ont abandonnée après. Et ce n'est que plusieurs années après, 4 ans plus tard, que la femme, lors d'un contrôle, une discussion, a avoué ce crime qui aurait pu ne jamais être résolu. On retrouve un cadavre dans une forêt. La victime était identifiée, mais on se demandait... C'est un lieu connu pour des rencontres sexuelles diverses. Et on aurait pu ne jamais la résoudre. Et cette femme a expliqué qu'elle en voulait aux autres, qu'elle voulait se faire un client, lui piquer ses sous, et surtout une forme de hargne contre les clients de la prostitution. Et je pense qu'elle gérait mal ce truc-là. C'est une femme... avait un drôle de physique, et elle a voulu... Ça veut dire quoi? Elle avait un physique très masculine, de catcheur, quoi, vraiment. Elle était accompagnée d'un type qui, lui, avait un physique très féminin. C'était un couple... Un couple qui vivait pas ensemble, en plus, qui se prostituaient tous les deux, mais qui était dans la drogue et qui... Tu sais, c'est un déchaînement de violence pour un motif dérisoire, pour lui voler 3 sous. C'était une forme de vengeance sur tous les clients. Sur leur vie, quoi. Ouais, parce que, tu sais, évidemment, les relations sexuelles tarifées, c'est jamais forcément très sympathique. Et donc, je pense qu'ils se sont vengés sur leurs victimes, comme si elles se vengeaient de la société, tu vois. Ils les avaient un peu marginalisées. Elle avait été... Entre-temps, elle avait été arrêtée pour des agressions dans la rue. Enfin, c'était un itinéraire terrible. Je crois d'ailleurs qu'elle est décédée, cette femme assez jeune. De quoi? Elle était en prison? Oui, elle était en prison. Et j'ai essayé de savoir de quoi elle était morte. Je n'ai pas su si elle était morte en prison ou si elle avait été libérée. Mais c'était et ce pauvre gars, et c'était un client ordinaire, très modeste, qui d'ailleurs
fréquentait des prostituées à l'insu de sa propre épouse. Je parle de la victime, qui n'a pas compris que son mari, on les retrouvait comme ça. Tu vois, des gens qui ont des doubles vies ou d'autres vies, et c'est des destins qui se percutent. Et tu te dis, mais voilà, des rencontres fatales. Et ce gars-là, il a eu la malchance d'être abordé cette nuit-là par ce couple improbable. Tu disais tout à l'heure qu'on pouvait, parfois, il y avait des gens qui tuaient pour rien du tout. Ouais. Qu'est-ce que tu as eu vraiment de stupide? Vraiment quelqu'un qui a tué quelqu'un pour un truc vraiment nul? Ouais, bah, j'en raconte plusieurs dans l'histoire. Souvent, le mobile est complètement dérisoire, si tu veux. Alors, j'ai pas eu d'affaire directement où l'auteur voulait tuer pour voir ce que ça faisait. J'ai lu par ailleurs qu'il y a eu des affaires de ce genre. On croise quelqu'un, on le tue pour voir ce que ça faisait de tuer. Mais j'ai eu des affaires où on ne comprenait pas pourquoi il y a eu un tel acharnement. Alors évidemment, quand il y a de l'alcool, ça peut amener à agir. Mais tu as du mal à voir le lien entre la violence de l'acte et la raison. C'est souvent ce qui revient depuis tout à l'heure. Ouais. Tu disais souvent c'est des marginaux, Au milieu des vrais marginaux, c'est-à-dire des gens qui sont à la rue et depuis très longtemps, c'est un milieu assez violent. On vit dans la précarité et un petit bien personnel, c'est vachement important, si tu veux. Se faire voler un truc, même une bouteille de vin, ça peut dégénérer. Et là, c'est une histoire entre marginaux où il y en a un, ils dorment ensemble dans une espèce de squat, et puis il y en a un qui ronfle. Ils ont bu. Celui qui a tué, que j'ai mis en examen, il me disait qu'il buvait 3, 4, 5, 6 litres de vin rouge par jour. Putain, il se détruisait. Je vois un type arriver tout gris, tu sais, qui n'était pas très âgé. Hein. Pas rouge, même pas rouge. Du vin de table, tu sais. Il était tout gris. Le gris de l'alcoolo profond. Ouais, violacé un peu, là. Ouais, gris. Bon, bref. Et donc, ce gars, il partageait cette nuit-là, chacun dormant dans son coin. Et évidemment, l'un des deux ronflait. L'autre en a eu marre, tu me fais chier, qu'est-ce que tu en as ronflé? L'autre l'a envoyé balader, il prend son cutter et il le lacère, il le tue, un coup de cutter. Puis il dort à ses côtés, puis le lendemain il se réveille, il voit qu'il est mort, quoi, son copain. Et il reste là pendant des jours, des semaines, et des semaines après, on retrouve le corps. Et le gars est parti. Il a fallu qu'on a pu retrouver l'agresseur qui était resté dans le quartier. Et quand j'ai fait la reconstitution, on avait des larves séchées par terre, puisque le corps s'était décomposé dans l'appartement, pas d'aération. Et donc l'auteur avait dormi pendant encore plusieurs jours à côté d'un cadavre en train de se putréfier. Pour te dire la déconnexion, la perte d'odorat, de goût. Et l'autre avait dit, on s'est disputé, et avec ma greffière, quand on est rentré dans ce petit appartement, ça craquait sous les pieds. Et l'odeur était infernale. Je me suis dit, ça va nous imprégner les vêtements. Et je me disais, mais voilà, comment peut-on vivre de façon... C'est terrible, à côté de quelqu'un qu'on a tué, et en plus dans des conditions d'odeur insupportables, si tu veux. Et tu te dis, mais voilà, une forme d'animalité, même pire que des animaux. Le gars a reconnu les faits, hein. Il a été condamné à une peine assez basse. T'as des mecs qui veulent pas sortir de prison, qui font exprès de tuer quelqu'un pour aller en prison parce qu'ils ont une vie à l'extérieur, ils peuvent pas manger. Moi, j'en ai pas rencontré. Des gens qui volent pour aller en prison, oui, ça se fait, mais pas pour des meurtres. Ils en sont pas là, quand même, parce qu'ils savent que le meurtre, ça peut partir pour 10, 20 ans. Hein, donc, Parce que à la télé, tu vois de temps en temps tu vois régulièrement, d'ailleurs, des histoires de meurtres, etc. Mais on n'imagine pas à quel point il y en a quasiment... Il y en a tous les jours. Il y en a tous les jours, bah oui. Mais on le voit pas trop. Il y en a à peu près 1000 par an. Dans tous les meurtres, tu as des affaires de la vie ordinaire, de la rue, de la maison... des rencontres, des milieux où les gens restent entre eux. Souvent, les victimes et les auteurs sont du même milieu, si tu veux. Alors, tu peux avoir un commerçant qui est tué pour un cambriolage, mais c'est souvent des gens du milieu familial. C'est femmes, enfants, le milieu des marginaux. Les voisins aussi. Oui. Est-ce que c'est un vrai truc? On voyait plein d'émissions de télé, depuis toujours. À l'époque, il y a des émissions comme Striptease qui filmaient des engueulades de voisins. Parfois, il y en a qui allaient chercher des fourches. Enfin, tu sais, c'est s'engueuler dans des fermes et tout. Je me rappelle d'images. Est-ce que t'as beaucoup de meurtres entre vous? Ouais, j'en ai eu beaucoup. Ouais, beaucoup. C'est-à-dire qu'il y en a qui rigolent pas, quoi. Non. Il faut faire attention à ça. On les connaît pas trop bien, ces voisins. Hein. Alors, il y a ceux qu'on connaît bien, mais on sait pas qui on a affaire.
affaire et j'ai connu des histoires. Je me souviens d'une affaire, je crois que je ne l'ai pas raconté dans le bouquin, où un type est venu sonner à la porte et je ne sais pas ce qui s'est passé. Le gars, celui qui a sonné à la porte s'est disputé, il a tué son voisin, quoi, sans trop de raison. Et c'est souvent alors des histoires de bruit, des histoires de droit de passage. Et une affaire incroyable, tu vas peut-être en parler, d'un droit de passage. Un droit de passage, ouais, c'est quoi cette histoire? Tu l'expliques dans ton livre, hein, sur les chemins du crime. Voilà, si oui. Il y a une photo d'un chemin, voilà, avec que j'ai faite. Que tu as faite toi? Que j'ai faite moi, je l'ai mise en noir et blanc. C'est un endroit où il y a eu un crime? Ouais, c'est pas très loin de chez moi. Non, il n'y a pas eu de crime, mais c'est assez illustratif pour montrer que on est dans un endroit où finalement isolé, et que tout peut arriver. Il y a un mur d'un côté, et si vous nous écoutez en podcast audio, et puis sur la droite, il y a des arbustes et une haie, on voit... Et on pourrait retrouver un cadavre, comme malheureusement on en retrouve dans des forêts, dans des chemins, où c'est l'auteur qui abandonne le corps de sa victime. Ouais, cette affaire, c'est incroyable. C'était deux voisins qui étaient en maison mitoyenne, ils avaient un problème de droit de passage, et l'un ne voulait pas céder une parcelle à son voisin pour qu'il passe sa bagnole. Il y a eu des engueulades. Comme souvent, au début, ils s'entendaient bien. 30% des Français se sont engueulés déjà violemment avec des voisins. C'est quand même 1 sur 3. Donc on a tous eu une engueulade, ou quasiment. C'était en maison, c'était en appart, au-dessus, en dessous. Le bruit. Les enfants peuvent crier, la bouffe, l'odeur. La bouffe, les feuilles qui tombent, etc. Et là, c'est pour une histoire de passage. L'autre ne voulait pas en démordre, il voulait passer sa voiture. Oui, mais moi, je ne vais pas te vendre ma parcelle. Bref, jusqu'au jour, le type, lui aussi, il a accumulé de la rancœur. Il s'est posté, il a attendu que son voisin arrive le soir, il le tue d'un coup de fusil. On retrouve, donc moi, on m'informe de ça. Et on me rappelle 1 heure après, on me dit, on a retrouvé un deuxième cadavre. Tiens, donc il y a un deuxième meurtre. En fait, c'était le tireur. Il s'est suicidé ? Non. Il avait tué sa victime et, comme c'était la nuit, on pense qu'il est rentré chez lui en passant par le jardin mitoyen. Il est passé près de la piscine de sa victime. Il a sans doute glissé et il s'est noyé dans la piscine de sa victime. Putain, le karma. Donc, voilà. Un scénario comme ça, tu le proposes à un auteur de polar, il dit ouais, c'est un peu invraisemblable ton histoire. Tu vois ? Alors que ça existe dans la... Eh ben voilà, en fait, le voisin tueur, il a été jugé, il a été tué, lui-même exécuté dans la propre piscine de sa victime. Est-ce que toi, t'es pour la peine de mort, toi qui as vécu, Non. Tu vois, moi j'ai eu la chance d'exercer après l'abolition de la peine de mort, et j'aurais eu beaucoup de mal, parce que j'en ai vu pourtant des meurtriers à dire que ces gens-là, sachant qu'en plus, à l'époque, le juge devait aller assister à l'exécution, le juge d'instruction. Tu avais le procureur, le juge d'instruction. Même sur un mec que tu as vu, on ne va pas citer, on s'en fout, mais des mecs vraiment des salopards, non. Un Fourniret par exemple. Ouais, non, plein de... si tu veux... Parce que même le pire des criminels, tu vois un être humain quand même, tu sais. Ah bon ? Eh ben oui, tu vois toujours un être humain, même si il a une sale gueule. Et d'ailleurs, les jurés, tu sais, quand ils voient dans le box des accusés, ils pensent ils seraient vachement remontés contre lui, mais quand ils voient un type qui finalement a une voix normale, qui sait sourire, ça c'est difficile de se dire on va exécuter quelqu'un. Moi, j'aurais pas pu, à titre personnel, vraiment. Choisir, tu as dit, si tu avais eu le choix, tiens, tu vas être exécuté. Bah oui, et puis voilà. Par contre, j'ai instruit des dossiers, j'ai vu des dossiers où vraisemblablement les gens vont parler du tueur polonais et d'autres, un tueur qui a tué aussi dans la Drôme. Ces gars-là, s'ils avaient été jugés avant 81, peut-être que certains auraient été décapités, si tu veux. Regarde et la guillotine jusqu'en 71, non, je crois. Non, jusqu'en 1981. Le dernier exécuté, c'est 1977. 77, pardon. À Marseille, tu vois. Mais regarde nos tueurs en série, là, ceux dont on parle, qui sont en prison actuellement, ils auraient tous été décapités. Est-ce que c'est grave ? De quoi ? Si on avait tué ces gens-là, qu'on tuait des petites filles. Gros sujet. Tu sais, non, c'est vrai, mais c'est intéressant d'avoir ton avis à toi, parce que tu as passé quand même. Écoute, oui, et tous ces gens qui ont été guillotinés, qui aujourd'hui seraient encore vivants, si tu veux. Tu sais, il y a une affaire, Philippe Maurice, qui avait tué un policier en 80. Il a été condamné à mort, mais avec l'arrivée de Mitterrand. Abolition de la peine de mort, sa peine a été commuée en perpétuité. Ce gars-là a fait 20-25 ans de prison, il a passé un doctorat d'histoire médiévale, et il est sorti de prison, il a enseigné en fac, il doit être retraité. Ce gars-là est rentré sauvageon, il est sorti docteur en droit. Il a enseigné, tu vois, la réinsertion. C'est pas le cas de tous les condamnés. Il a tué un policier. Il a eu la chance. Peut-être des enfants qui n'ont plus la chance d'avoir leur père. Non, mais c'est sûr. C'est tout le problème des affaires. Est-ce que c'est pas la loi de tiens, tu tues quelqu'un, tu perds ta vie comme ça. T'es sûr que déjà tu réfléchiras 2 fois avant de tuer quelqu'un. C'est un bon débat. Hein. C'est un vrai bon débat parce que. Mais tu sais, quand tu es dans un procès, on juge quelqu'un accusé de meurtre.
les plateaux de la balance ne sont pas égaux. Parce que d'un côté, tu as le gars vivant et la victime, elle n'est plus là. Une affaire de vol, la victime est présente. Tu vois, ou de tentative de meurtre, la victime est présente, mais dans les affaires de meurtre, la victime, elle est disparue, elle est un fantôme. Et donc, le type a beau jeu dire, mais elle m'a provoqué, etc., tu sais pas. Et finalement, on a peu de choses sur la victime, je le dis dans le bouquin, souvent c'est peu de choses d'elle, on voit quelques pauvres photos, et finalement, ça profite à l'accusé. Mais c'est notre société qui a ces règles-là, et peut-être qu'un jour elles changeront, mais regarde, la plupart des pays du monde, sauf quelques pays, ont aboli la peine de mort, donc c'est des gens condamnés à perpétuité, et on a beaucoup de gens qui sont condamnés à perpétuité qui ne sortiront jamais de prison, ce qui est quand même en soi aussi une peine pas simple. Mais je me mets à la place des victimes, imaginez que le meurtrier de leur fils ou de leur fille soit toujours vivant, c'est insupportable, mais c'est comme ça aujourd'hui. Oui, je pense que tu dois avoir envie qu'il meure. Ah bah oui, mais c'est assez naturel, si tu veux, l'esprit de vengeance, tu sais. Mais bon, et la justice, c'est pas l'esprit de vengeance, ça doit être aussi peser le pour et le contre, voilà. C'était justement une question que j'ai te poser. Est-ce qu'il y a parfois des meurtres que toi tu as vus qui étaient des crimes de vengeance, des gens qui ont attendu 20 ans qu'un mec sorte de prison, qui ont tué leur fils, par exemple, je sais rien, et les parents ont attendu, ou les frères ont attendu 20 ans. Moi, j'en ai pas connu, mais il y en a eu. C'est étonnant qu'il n'y en ait pas. Il y en a pas beaucoup. Ouais, il y en a eu en France, il y en a eu à l'étranger. L'affaire Bamberski aussi, le meurtrier de la fille, un type avait tué le meurtrier de sa fille. Moi, j'en ai pas connu. Pourquoi il n'y en a pas? Très rare. Parce que tu sais, ce qui se passe, c'est que le temps passe. La famille de la victime elle-même vieillit, les parents peuvent disparaître. Tu vois, il y a une affaire que j'ai instruite, qui est toujours en cours, il y a 30 ans, une jeune lycéenne qui a été violée, étranglée à Lyon. 30 ans après, l'affaire est toujours en cours, au pôle de Nanterre, cold case. Eh ben, j'avais été le premier juge saisi du dossier. On n'a toujours pas retrouvé le meurtrier, encore aujourd'hui. J'avais reçu les parents, qui étaient évidemment effondrés. La maman est décédée, il n'y a plus que le père. Et un jour, le père va disparaître. Donc, qu'est-ce qui se passe après? Est-ce que c'est les restes de la fratrie, tu vois? Le temps qui s'écoule joue, et au bout d'un moment, il n'y a plus l'esprit de vengeance des proches, il disparaît aussi, tu sais. Sauf dans certains cas, je sais qu'il y a certaines affaires où le père de victime dit « je l'attendrai à la sortie de la prison ». Mais si tu remarques, il y a quand même très rarement ce genre de choses. Non pas parce que le gars est protégé, mais parce qu'on ne passe pas à l'acte, tu vois. Parce que les gens oublient, ils n'oublient pas. Mais ça leur sort de l'esprit, ils ne vont pas se venger. En 2024, en France, il y a eu 980 homicides. C'est moins qu'il y a 30 ans. Oui. Est-ce qu'on est dans une société plus violente qu'avant ou pas? C'est pas très clair. Dans les années 80... J'ai l'impression que oui. Ouais. Et dans la rue, tu as l'impression que oui, dans plein d'endroits. Ouais, alors si tu veux, dans les années 95, il y a 30 ans, il y avait à peu près 1400, 1500 meurtres par an. Donc il y en a moins aujourd'hui. Hormis, si on met de côté les attentats qui font un peu changer les statistiques. Le problème, c'est qu'il y a une baisse. Il y a une baisse du nombre d'homicides, mais ça remonte ces dernières années. Donc, on était descendu à 800, on remonte à 1000. Mais à ces homicides, il faut rajouter des tentatives d'homicide qui, elles, ont monté près de 3-4 000. Donc, il y a plus de violence. Grâce au SAMU, au progrès médical, il y a des gens qu'on sauve, qu'on ne pouvait pas sauver dans le passé. Tu vois, donc les chiffres, ils ne sont pas forcément extrêmement nets. Il y a plus de violence agressive, on le voit tous les jours. Et ce qui est un peu grave, c'est qu'on utilise très vite des couteaux, des armes pour des différends banals. Et ça, moi l'inquiétude que j'ai, c'est que ça augmente ça. Tu vois, heureusement, il y a encore une fois le progrès médical sauve des victimes qu'on n'aurait pas sauvées il y a 30 ans ou 40 ans. Et ça interroge sur l'agressivité ambiante de jeunes ou moins jeunes qui s'excitent avec les réseaux, avec tout ça, quoi. Tu as eu aussi, par exemple, des armes très étonnantes pour tuer des gens. Tu as eu des boules de pétanque, par exemple. Il y en a un qui se tue à la boule de pétanque. Ouais, c'est deux jeunes, enfin un jeune et un moins jeune qui s'en sont pris un troisième. Ils avaient tous bu. Et puis il y a une connerie entre eux, on ne sait pas trop, des propos d'ivrogne. Et puis les deux gars décident de s'en prendre au gars. Ils l'emmènent dans la forêt, ils le rouent de coups. Ils le lardent de coups de couteau, puis c'était des joueurs de pétanque. Ils prennent des boules de pétanque, ils lui font l'effet de cymbale sur les tempes, ils lui éclatent la tête à coups de boules de pétanque. Ils le laissent comme ça, et à un moment, ils se disent qu'il est bien mort, ils reviennent et ils commencent à mettre le feu au corps de leur victime, dont ils ne savaient pas si elle était morte. Donc tu vois l'acharnement. Là encore, le délire de violence, tu as du mal à le comprendre, et souvent, les meurtriers utilisent les moyens du bord. C'est boule de pétanque, mais ça peut être un couteau, ça peut être une batte de baseball, ça peut être un objet
c'est souvent ce qui se passe. Hein. Ils ont pris 16 ans et 15 ans, Ouais. ces deux personnes-là. Tu avais requis 25 ans de prison. Ouais, ils s'en sont pas trop mal tirés, d'ailleurs, vu la gravité des faits. Mais c'était sur un fond de conflit alcoolique, si tu veux. Et puis ça passe vite, 15 ans aussi. Ouais, surtout que à la moitié de la peine, un condamné peut espérer une libération conditionnelle. Ça dépend. Hein. Donc tout ça, c'est à voir en fonction du comportement. Je pense que ces deux gars sont en liberté aujourd'hui. On a eu Gérald Darmanin ici, ministre de la Justice, qui est venu sur le siège où tu es assis. Est-ce que toi, tu trouves que la justice est trop gentille aujourd'hui ou trop sévère? Tu sais, je l'ai souvent dit, la justice, elle est toujours trop sévère pour soi et pas assez pour les autres. Le fils de mon voisin, c'est un petit voleur, faut lui donner un coup sur la tête. Mais mon fils, oui, il a volé, mais c'est un gentil garçon. Tu sais, la justice, c'est toujours à géométrie variable, ce genre de truc. Il disait toujours bonjour. Ouais, voilà. Puis mon fils, il était. Puis moi, on me reproche quelque chose, mais je suis un bon. Mais l'autre, c'est un sale type, faut le condamner. Donc c'est très relatif, tu sais, ça, ce genre de choses. Et le jour où on a affaire à la justice, bah oui, on trouvera toujours qu'elle n'est pas assez sévère si on est victime. Et si tu es prévenu, tu trouveras qu'elle est trop sévère pour toi. Donc c'est une notion. Tu sais, il y a près de 84 000 personnes détenues. Il n'y a pas assez de place, d'ailleurs, de prison. Aujourd'hui, ouais. Ouais, c'est un vrai souci. La loi peut changer, et ça, c'est au gouvernement et au Parlement de le dire. Hein. Les juges ne font qu'appliquer la loi. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'affaires de violence, et souvent, c'est des affaires qui amènent les gens en prison. Ces histoires de violence, parce qu'il y a une violence sexuelle ou pas. Et ça, c'est vrai que beaucoup de faits de cette nature amènent des gens en prison, ce qui explique le nombre de gens qui sont en prison. Ça, c'est inquiétant, parce que la violence, autant un cambrioleur, on peut le maîtriser, entre guillemets, autant la violence impulsive, il y en a eu encore aujourd'hui, demain, il y en aura demain, et ça le public ne supporte pas le passage à l'acte du violent, donc demande une réponse pénale ferme. Avant de terminer avec une dernière anecdote, si tu veux bien, qui est dans le livre. Ton livre est très épais d'ailleurs, il est très rempli, il est rempli d'anecdotes, il y a 350 pages. Hein, ouais. Sur les chemins du crime, voilà, chez Mareuil Éditions, qu'on embrasse, Louis de Mareuil, qui est éditeur de plein de livres avec du fond et des super livres, une super maison d'édition, qu'on embrasse fort. Juste avant, est-ce que, je voulais savoir, l'image qui t'a le plus marqué, vraiment de ton image en tant qu'homme, tu as du mal à oublier, vraiment, tu as trouvé... Ton cerveau n'a pas accepté ce que disent parfois des pompiers ou des trucs. Pratiquement l'affaire parce qu'on en parle de temps en temps, c'est l'assassinat du préfet. Encore une fois, je le connaissais avant, je l'ai vu dans une mare de sang. Bon. Le préfet Rignac encore. Le préfet Rignac, ouais. On va en parler pour terminer. Un moment très très fort. Surtout, je te dis, c'est la première fois qu'une personne que je pratiquais professionnellement trouvait la mort. Tu vois, pas dans un accident de voiture, mais assassinée. Tu sais, le sang, hein, c'est des choses marquantes. Mais j'ai tellement été confronté à des morts que finalement, j'arrive pas à isoler. J'ai des flashs qui me reviennent, hein, des choses, des situations. J'ai tellement été sur des gens, pas forcément assassinés, mais qui se sont donné la mort. Et je pense toujours à ce gars qui s'est suicidé sous un arbre, à coup de fusil. Je pense qu'il avait mis une balle à sanglier. Il avait réussi à actionner la queue de détente d'une certaine manière. La tête était arrachée, il était assis contre l'arbre, et au-dessus de l'arbre pendaient des guirlandes de chair et de cerveau, de cervelle. C'est-à-dire que la tête avait explosé, et ça pendait comme des guirlandes, tu vois. Et ça m'est resté, ça. Je me dis, mais c'était un suicide, c'était pas un homicide, c'était un suicide. Donc il n'y a pas eu de suite judiciaire. Et j'avais été sur place parce qu'on se disait c'était peut-être un crime. Mais tu vois, des gens qui se suicidés, j'en ai connu un qui s'est tranché la gorge avec un comment on appelle ça, une scie. Une scie circulaire? Une scie tronçonneuse, voilà. Je cherchais le mot, pardon. Il a mis la tronçonneuse dans un étau, dans son garage, il s'est à moitié décapité, tu vois. Des gens, et je me dis, c'est des gens qui ont à un moment eu tellement de souffrance au point de mettre fin à leur jour dans des conditions effrayantes, quoi. Ou qui empêchaient même leurs proches de voir le corps, tu vois. C'était plus montrable. Quand tu arrives sur cette scène de crime, scène de suicide, la famille, tu les laisses pas voir ça? Non. Tu leur dis, tu demandes aux policiers de bloquer? De toute façon, les familles sont rarement présentes. Les seules familles que j'ai vues où j'ai entendu des cris, c'est dans des règlements de compte à Marseille, si tu veux. J'ai été sur des dizaines de règlements de compte de jeunes tués à la Kalachnikov, dans des voitures, etc. Et quelquefois, j'entendais... Alors, il y a un périmètre, tu sais, j'entendais des hurlements de la mère, mon fils, c'est souvent des jeunes. Et ça,
c'est des choses qui te restent, si tu veux. Mais finalement, généralement, les familles ne sont pas présentes. Elles ne sont pas forcément au courant parce qu'on intervient vite. Et des fois, on a un peu de mal à identifier la victime. Elle n'a pas forcément ses papiers sur lui. Je pense toujours à ce gars qui a été tué dans une voiture, une balle dans la tête, et les auteurs ont mis le feu à la bagnole, et il a fallu lui sectionner les chevilles pour sortir le corps, puisque la voiture avait fondu, le plastique lui avait collé les pieds. Et les marins-pompiers avaient été obligés, avec leur grande tenaille, leur grand matériel de désincarcération, lui sectionné les chevilles pour sortir le corps. T'imagines? Je me souviens encore du bruit crac de l'objet qui a servi à ça. C'est pour te dire que... Et ça, on ne peut pas montrer le corps aux familles. Le corps carbonisé, balle dans la tête, il est plus... Les familles ne demandent pas ou vous autorisez pas? Non, mais à un moment, on les dissuade. Parce qu'on peut restaurer un corps. Même, il y a un travail assez fin des thanatopracteurs, on peut restaurer. Mais quand la tête a explosé, c'est pas possible, ou quand la personne a été carbonisée, si tu veux. Et aujourd'hui, la tentation, c'est de brûler. Parce que justement, on sait qu'on laisse son ADN. Et tu as un certain nombre d'assassins, surtout ceux qui ont prémédité, ils mettent le feu. Vous n'arrivez pas à trouver l'ADN malgré les... On peut aussi, déjà, dans le corps, on peut identifier la victime par son ADN. Mais s'il y a eu un contact physique avec le feu, on ne pourra pas retrouver un ADN qui a été brûlé ou noyé sous l'eau. Et ça, c'est un vrai problème. Et c'est des images chocs que tu as, que les pompiers ont, que les policiers ont, et qui, moi, me restent encore à l'esprit. T'es déjà allé voir un psy? Non, jamais. J'en ai pas envie de prouver le besoin. Je crois que le fait d'écrire, d'en avoir parlé souvent, dans différentes émissions, dans des conférences, ça m'a aidé. Je suis pas un amateur de films policiers, plus que ça, je dois dire, ni de polar. J'ai mon lot, ma ration d'affaires criminelles. Par contre, ce que j'essaie de faire, moi, c'est d'expliquer aux gens, aux lecteurs, aux internautes, un peu comment ça fonctionne, les encourager à se documenter. J'ai qu'une idée en tête, c'est que peut-être parmi les gens qui regardent l'émission, il y aura peut-être des jurés de cour d'assises. Il faut avoir 23 ans pour pouvoir être inscrit sur les listes électorales, pour être tiré au sort. Et cette année, il y a des tas de gens qui ne savent pas qu'ils vont avoir à juger des assassins dans les mois qui viennent, à Toulouse, à Paris, à Bordeaux. Et toutes les émissions comme la tienne, qui sont bien faites, qui sont toniques, qui montrent aussi, avec des intervenants, des gens de terrain, c'est aussi montrer la réalité, si tu veux. Et ça, c'est bien. Est-ce que les séries télé, les films qu'on voit au cinéma en France, sont représentatifs de ce que toi tu vois? Il y a eu du progrès. Pendant longtemps, j'ai trouvé qu'en France, les séries, les films étaient un peu calamiteux, si tu veux. Le proc qui a qu'une envie, c'est d'étouffer l'affaire. Le flic est tout seul, avec le commissaire qui dit « Bon, machin, vous allez me trouver le gars, puis moi, je vais aller faire ma partie de golf. » C'est pas la réalité. Il y a un progrès, je trouve, dans le cinéma français ces dernières années, plus réaliste. Il y a de très bons films. La Nuit du 12, il y a eu un certain nombre de choses. Le Fil, avec Daniel Auteuil, il y a eu des bons films. Où il y a vraiment, on se documente, parce que pendant longtemps, on voyait des choses incroyables, le président qui dit... Bon, on fait un effort, mais rien ne vaut la réalité. Et les gens qui regardent l'émission, moi, je les encourage à aller assister à un procès. C'est ouvert au public, c'est gratuit, et ils apprendront beaucoup en assistant à un procès. Lors du procès Maëlys, on a eu chaque jour entre 500 et 800 personnes qui venaient assister, tu vois. Est-ce que tu peux bien nous resituer juste l'affaire Maëlys? Début 2022, procès de Nordal-Hollandais, qui avait déjà été jugé un an auparavant pour le meurtre du caporal Noyer. Et donc en 2022, il avait pris en stop et tué, je crois. Il avait pris en stop et tué quelques mois avant. Là, on devait juger le meurtre, le rapt et le meurtre de la petite Maëlys en 2017, dans l'Isère. Et on juge donc en 2022 Nordal-Hollandais pendant 3 semaines. Gros procès avec énormément de journalistes, énormément de public. Plus de 500 personnes, 800 personnes par jour. On faisait la queue. À 3h du matin, il y avait des gens qui attendaient devant le palais de justice, des jeunes, comme si c'était un concert rock. Pour avoir une place, on avait 2 salles d'audience. J'ai trouvé ça très bien. Et c'est là que j'ai dit, il faut que ce soit... Le procès était très ouvert, et puis il n'y a pas de huis clos. Et c'était très bien qu'on ait des personnes qui voient comment fonctionne la justice. Les gens ont beaucoup de séries, mais ils ne sont pas toujours proches de la vérité. La vérité, c'est ce qu'on voit dans les palais justice. Et moi, je serais pour qu'on filme tous les procès et que même on les diffuse en direct. Comme aux États-Unis. Ouais, moi, je crois qu'il faut qu'on progresse. Maintenant, on ne peut pas comme ça... Maintenant, on n'a que des dessins, nous. Ouais, mais c'est gentil, les dessins, mais c'est un peu vieillot, quoi. Ouais.
Imagine une chaîne où il y aurait des retransmissions de procès ou d'extraits de procès, ça vaudrait tous les discours, si tu veux. Après, bon, il y a peut-être des règles à mettre en place, bien sûr, mais je crois que c'est très pédagogique, montrer la réalité. Et la réalité... Elle est plus violente parfois que... Ben oui, et puis expliquer ce que c'est que la loi, ce que c'est que la maladie mentale, ce que c'est qu'une autopsie, si tu veux. Pour moi, c'est un travail de citoyen. Et encore une fois, les citoyens peuvent être requis, réquisitionnés pour être jurés. Tu es procureur général sur l'affaire Maëlys. Ouais. C'est en rouge avec une hermine. Qu'est-ce que tu n'as pas raconté de ce procès que tu as vécu, genre, en tant qu'humain aussi? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué entre la famille de Maëlys et Nordal Lelandais? Qu'est-ce qui t'a marqué? Qu'est-ce que tu as vu? Dans le dernier chapitre de mon bouquin, j'ai fait un long développement sur le procès Maëlys, puisque j'étais présent, avec tout ce que ça a suscité en moi, mes interrogations, le moment extrêmement d'émotion de la petite sœur, la grande sœur de Maëlys, qui avait 8 ans au moment des faits. Sa sœur en avait 16, qui a exhorté Lelandais à dire la vérité, et lui, il n'a pas bougé. Les pleurs des parents, enfin l'émotion, tu sais, ces moments d'émotion, je l'ai connu ailleurs, ça a été extrêmement fort. Le procès s'est bien déroulé, on était encore dans l'époque Covid, hein, on a un peu oublié, mais on avait encore des masques. C'est un procès, il n'y a pas eu d'appel, ça c'était bien, mais j'ai toujours pensé aux parents qui étaient dans une fête de mariage, c'est quand même le moment le plus sympa. Plus joyeux de la vie. La petite, elle était avec sa petite robe blanche, tu vois. Il est 3h du matin, tu te dis, bon, on va peut-être rentrer, et la gamine jouait et tout, elle disparaît. T'imagines? Et on la cherche, on est à la campagne. Et on ne pouvait pas imaginer qu'un individu qui n'était même pas invité à la noce, mais qui était une relation du marié, bon, il dit, tiens, tu viendras... c'était lui qui a enlevé la gamine et dont on ne sait pas s'il l'a tuée ou pas. En tout cas, on sait qu'il l'a tuée. Et encore une fois, on aurait pu ne jamais retrouver la petite Maëlys s'il n'y avait pas eu cette trace de sang. Et aujourd'hui, on la chercherait toujours. Et peut-être que même Lelandais serait en liberté parce qu'on aurait pu ne pas le juger, faute de preuves. Tu dis que c'était grâce à la goutte de sang? Et ouais, parce que s'il n'y avait pas eu ça, je ne crois pas qu'il aurait jamais avoué. Il n'y avait pas une photo d'une caméra de surveillance, on la voit? Oui, mais on voit une silhouette blanche. C'est pas une caméra avec une bonne résolution, si tu veux. Il y avait une tache blanche, mais on ne pouvait pas en dire plus. C'était un élément, mais à mon avis, pas suffisant pour le condamner. Ce qui était très déterminant, c'était la tache de sang. Tu vois, ça tient un peu de choses. Hein. Un drame atroce, tout le monde s'est identifié à la famille, tout le monde s'est dit ça aurait pu m'arriver. Et ça, c'est des choses qui me restent à l'esprit. Quand j'ai requis 2 heures, tu sais, quand j'ai fini, ouf. C'est-à-dire quoi, j'ai requis 2 heures? À la fin du procès, on donne la parole aux parties civiles, famille de la victime, à l'avocat général, il fait un réquisitoire, il prend des réquisitions, il requiert, et à la fin, l'avocat de la défense. Et moi, j'ai parlé pendant 2 heures, comme si ça avait duré 3 minutes pour moi. Tellement j'étais pris là-dedans, rappeler tous les faits, le contexte, la personnalité, etc. C'est un exercice fort et qui te met dans un état second. Ce que je raconte dans le bouquin, si tu veux. Quand je me suis rassis, et après, tu n'as plus faim, tu n'as pas soif, et tu atterris, si tu veux. Et alors moi, j'ai évité après les caméras, hein, parce que je voulais pas être... Et pour la première fois, je n'avais jamais fait ça. À la fin, après le verdict, il a été condamné à perpétuité, Nordal Lelandais. 22 ans de sûreté? Plus 22 ans de sûreté. J'ai pour la première fois donné une interview aux médias. Je savais que j'allais pas faire appel. Hein, j'aurais pu contester la décision, mais elle était... Le rôle du procureur, c'est d'essayer de donner plus? Pas forcément. Mais s'il n'est pas satisfait de la condamnation... Qui est le représentant de l'État en tant que procureur? Oui, pas de l'État, de la société. Oui. C'est pas un représentant du gouvernement comme le préfet, c'est un représentant de la société. On parle au nom de la société et le procureur a une liberté de parole. Et moi, je l'ai utilisée, cette liberté. Bon, j'ai dit ce que je pensais nécessaire de dire, si tu veux. Et puis voilà. Et ce qui était satisfaisant, c'est qu'il n'y ait pas eu de nouveau procès. Imagine qu'il ait fait appel, le Lelandais, il avait. T'imagines, 1 an après, infliger de nouveau un procès au père, à la mère, à la sœur, c'est terrible ce genre de choses. Et heureusement, il a eu la bonne idée de ne pas faire appel, il a bien eu raison, et ça a mis fin à et ça a été quand même l'aboutissement d'années de travail, et au moins on s'est dit que la justice a été rendue, quoi. Qu'est-ce qu'il a dit à la famille, Lelandais? Rien. Il n'a pas présenté ses excuses, tu disais à un moment donné. Oui, mais bon, c'était... les excuses, ça signifie rien. Hein. Ça fera pas revenir. Comme c'est un type très froid, pas d'empathie, je pense qu'il avait intégré l'idée qu'il prendrait la peine, parce qu'il avait été condamné pour déjà un meurtre. Hein. Ah oui, c'était même Le caporal, c'était 4 mois avant Maëlys.
Donc je crois qu'il était sans espoir, si tu veux. Et voilà. Et ce gars-là est en prison à Ensisheim actuellement. Il a eu un enfant avec une visiteuse de prison. En 2024, il a eu un enfant. Ouais. C'est quoi ton opinion là-dessus? Qu'il puisse avoir un enfant aujourd'hui alors qu'il en a tué un. Alors tu sais qu'il y a une fascination. Une et un autre garçon. C'est pas nouveau, une fascination des femmes, de certaines femmes, pour les grands assassins. Depuis Landru, qui a reçu plus de 600 demandes en mariage dans les années 1910, vieux tueur en série, il y a une fascination. Quand j'étais juge d'instruction, je recevais des lettres, quelquefois, de femmes qui correspondaient avec certains de mes détenus, pas forcément des assassins, et qui me juraient que s'il était gentil, etc., et qui étaient prêtes à l'héberger. Et c'est toujours étonnant, c'est le sentiment de certaines de ces femmes pour des grands criminels, qui savent que ce sont des grands criminels, et qui sont prêtes à vivre avec eux, à avoir un enfant. Ça s'appelle l'hybristophilie. C'est un syndrome assez connu. Vouloir sauver un peu le... Ouais, sauver, le syndrome de l'infirmière. Et ça existe dans tous les pays. C'est pas spécialement français. Hein. Et ça a toujours existé, cette fascination pour les tueurs qui amène certaines femmes, qui ne sont pas des débiles, hein, à oublier l'acte et après prête à se marier, avoir des enfants avec des grands assassins. Mais est-ce qu'il ne faut pas les interdire pour aller... Alors en France, il y a des parloirs intimes, il y a des parloirs de vie familiale. On peut avoir des relations pendant 72 heures dans un cadre bien défini avec ses proches, avec son épouse. C'est dans la loi française, c'est dans ce qu'on voit dans d'autres pays. Alors ça peut choquer, effectivement. Tout ça est fait avec des conditions de sécurité, mais c'est dans une vision de réinsertion de l'auteur des faits. C'est pas que des assassins, hein, des gens qui sont en prison. Heureusement, les meurtriers sont quand même une minorité. Il y a des trafiquants de drogue, des voleurs et tout. C'est un droit français, voilà, qui est reconnu avec. Il peut y avoir des abus, bien sûr, et malheureusement, et ça surprend toujours et ça révulse les familles qui disent mais comment est-ce possible? Normal. Ben oui, je comprends. Mais bien sûr. Il a le droit d'aller voir des filles. Ouais. Mais tu sais, hein, c'est la privation de liberté. Hein. Ils ont une télé, ils travaillent, ils peuvent faire du sport en prison. Voilà. Et ça, c'est la prison. Est-ce que c'est du châtiment supplémentaire ou simplement la privation de liberté? C'est un grand débat. Hein. Et tous les pays du monde, tu vas dans les pays nordiques, les détenus ont des conditions de détention bien plus sympas qu'au Salvador ou en Amérique du Sud. Du coup, les crimes c'est un peu le reflet d'une société. Du coup, les crimes augmentent dans les pays nordiques et baissent en Salvador. Tout ça, ça peut avoir des effets. Alors après, à voir, parce que après, c'est des pays où il y a une grande pauvreté, où il y a plus de violence. Regarde Haïti. Mais regarde, il n'y a plus de crimes au Salvador. Quasiment. Alors ouais, je sais que ça a baissé. Ouais, je sais que alors là, c'est une politique carcérale spécifique, mais plutôt d'États qui ne sont pas forcément des exemples de démocratie. Hein. Nous, on est une démocratie judiciaire avec nos règles de droit nationale et internationale, qui fait que c'est pas simple de changer les régimes, de revenir en arrière. Voilà. Au Salvador, c'est les gangs qui ont peur, et c'est plus les familles de sortir dans la rue. Est-ce qu'on a envie que ce soit les gangs qui ont peur ou les familles Cela dit, au Salvador... C'est intéressant le débat aussi. C'est un vrai débat. C'est pas tout blanc, tout noir. Non, mais on est d'accord. Exactement. Mais c'est pour ça qu'il y a débat. T'as raison. S'il y a du débat, il y a de moi, je me mets à la place des familles, je comprends pas ça, si tu veux, mais c'est humain. Après, c'est la société d'avoir des raisonnements plus distanciés et évidemment qui peuvent être considérés. Tu sais, aux États-Unis, il y a des familles qui assistent à l'exécution par injection de condamnés à mort dans certains États. Eh ben, j'ai lu ça. Il y a certaines familles, elles assistent derrière une vitre. Eh ben, une fois que le mec est mort, elles disent finalement, on n'est pas spécialement apaisé. Plus soulagé. Ouais. Même pas. Dire, celui qui a tué mon fils, ma fille, il est mort à son tour. Eh ben, il n'y a pas forcément d'apaisement nouveau. J'avais relevé ça, si tu veux, comme finalement, ôter la vie, tu vois, c'est une forme de loi du talion, hein, qui n'est plus notre droit aujourd'hui. Est-ce que pour l'instant, ça ne fera pas revivre la victime? C'est toujours pareil, tu sais. Et c'est tout le problème de la justice, tu sais, dans les affaires d'accident. La peine qui est prononcée pour l'auteur de l'accident est jamais à la hauteur de... Ben oui. Et donc les familles en sortent toujours consternées. Qu'est-ce que c'est que cette justice? Après, il y a ce qu'on appelle la justice restaurative, mais qui ne s'applique pas aux histoires d'assassinat, hein, pour que quand l'auteur et la victime se rencontrent dans des prisons, ça permet de... Voilà, oui, dans certains cas. Mais la justice, c'est évidemment, pas... Évidemment, ça ne peut pas être... La justice, c'est pas toujours juste. En fait. Non, mais la justice, elle n'est qu'humaine. Tu sais. Peut-être qu'un jour, il n'y aura plus de juges, il y aura peut-être que des ordinateurs, l'intelligence artificielle. Oui, c'est faisable. Hein. On mettra. Sauf que. Ce qu'il a fait, comment? C'est pour ça que ce que dit un tribunal, une cour d'assises, un autre aura peut-être une décision contraire. Tu crois que ça peut exister, ça, les futurs juges, tu te fasses juger par l'intelligence artificielle? Ouais. Putain, mais tu sais que c'est possible? Ouais.
à la vitesse à laquelle ça va. Ouais. Il rentre tout en détail et l'IA propose tu mets tous les... comme une sorte de membre en plus pendant le procès. Tu mets toutes les données du dossier, tu mets les éléments de personnalité de l'auteur et tu sors une décision. Voilà. Mais après, il n'y a plus l'aspect humain, les influences et la subjectivité. Voilà. Mais est-ce que pour autant ce sera une meilleure justice? Il n'y a jamais d'idéal de justice. Personne ne l'a jamais eu. Hein. Putain. Ça bosse déjà sur l'IA ou pas? Oui, bien sûr. On s'en sert déjà. Hein. Les services d'enquête, tout ça se développe. Bientôt, les jugements vont être faits comme ça. Puis, ce qui est vraiment important, ce qu'on développe, c'est rendre accessibles les décisions de justice, plus compréhensibles. Tu vois, que le public puisse mieux comprendre les jugements, que ce soit plus vite rendu, parce que c'est trop long. Les procès, l'instruction, tout ça. Et c'est pas simple, parce que malheureusement, on a créé des moyens supplémentaires, le garde des Sceaux a dû le dire, mais on amène des contentieux supplémentaires. Donc, à un moment, la justice n'arrive pas à faire face à tout ça. Dans ton livre, tu dis, après la lecture de l'acte d'accusation d'Ordal Lelandais, eu ces mots, je vais me tourner vers la famille, si elle m'y autorise, je lui présente mes excuses, j'ai bien donné la mort à Maëlys, je ne voulais pas. Est-ce que tu crois qu'il voulait pas? Non. En tant que procureur général. Non, si, il l'a voulu. D'ailleurs, à un moment, après, il est revenu, il a dit, bien sûr, quand il lui a porté de grands coups, lui, il dit qu'il l'a frappé au visage. On ne sait pas. Hein, pour tuer quelqu'un, il faut y aller quand même. Ouais, mais une gamine, lui, il fait 90 kilos, 80 kilos, la gamine, elle fait 20 kilos, quoi. Tu vois, un peu, donc, ou 25 kilos. Donc là, lui, il faisait du sport, musculation et tout. T'imagines un peu le rapport de force. Tu l'as rencontré en tête à tête? Je l'ai rencontré avant le procès, parce que j'allais souvent visiter les prisons de mon ressort, et j'avais été à Saint-Quentin-Fallavier, où il était détenu. Mais on n'avait pas parlé de l'affaire. Hein. Il était d'ailleurs un peu bizarre. Je l'ai trouvé plutôt ragaillardi lors du procès. Mais bon, tu sais, si j'avais été son juge d'instruction, j'aurais eu un tête-à-tête, comme je l'évoquais tout à l'heure. Je ne l'ai pas eu, là, c'était à l'audience. L'audience, on est un peu plus éloigné, tu vois. On n'est plus dans le même rapport. Ça m'aurait intéressé, comme juge d'instruction, d'instruire son dossier. Mais ce n'était pas le cas. Pour terminer, juste, tu as eu un tête-à-ête avec Michel Fourniret, qui est décédé aujourd'hui. Oui. J'ai retrouvé... Guy Georges, Francis Holm. Oui, donc les pires, finalement, criminels, tu les as croisés. Ouais. Fourniret, qu'est-ce que tu en retiens de ce que tu as vu avec lui, qui était vraiment une ordure? Je suis rentré dans sa cellule avec le directeur, hein, qui m'a accueilli pour une visite pas professionnelle, parce que j'animais un séminaire sur les crimes. J'ai voulu voir cette prison. Il nous a reçus dans sa cellule. Enfin, il ne pouvait pas nous recevoir. Et j'ai vu un petit bonhomme barbu, petits yeux. Dans sa cellule, il y avait des fils. Et sur ces fils, plein de petits bouts de papier. Où il écrivait sur des bouts de papier des choses, des bouquins, des trucs. Il nous disait, j'écoute France Culture toute la journée. Et pour moi, les jours sont trop courts. Tellement il avait d'activité intellectuelle. Tu vois. Mais c'était vraiment très confus, son histoire. On ne sait pas trop ce qu'il écrivait. Il devait ressasser des trucs. Et à un moment, il nous a parlé, il nous a dit, les nuits sont pas toujours faciles. Ça, je pense que les fantômes de ces 11, 12, 13, 15, 30 victimes devaient lui revenir à... On ne sait même pas combien, en réalité. On ne sait pas. Pour l'instant, il a été jugé pour 8, mais il y en a 3. Monique Olivier a été condamné, mais lui, il était mort, donc on peut dire 11. Et on pense qu'il en a commis beaucoup d'autres. Et à un moment, il a eu comme une petite émotion, légère, et il avait un drôle de regard, tu vois, des grosses mains. Mais sinon, un physique plutôt très, très anodin, si tu veux. Il est plutôt jeune, il est mort là-bas. Voilà. Et c'est un gars dont moi, je ne l'ai pas pratiqué comme un collègue l'a fait. Oui, il aimait bien manipuler ses interlocuteurs. Il avait une espèce d'orgueil, tu vois. Moi, j'ai pas vu ça, mais j'ai vu quand même un drôle de type. Et j'ai quand même noté que mes nuits ne sont pas toujours faciles, tu vois. Et ça prouvait qu'il avait encore peut-être un fond d'humanité, parce que pour moi, c'est un des plus grands pervers psychopathes que la France ait jamais connu. Et on ne saura jamais combien il a commis de crimes, ce gars-là, où il jouissait des strangulations qu'il imposait après à ses victimes. Tu ne peux pas faire tellement pire, hein, comme profil. Et donc, il est mort en prison, et voilà. Même la peine de mort pour lui, par exemple, tu penses que... Il est clair qu'un gars comme ça aurait été exécuté avant 1980, on peut le dire. Et pour terminer, l'affaire Préfet-Rignac, tu en parlais avant, mais je rappelle juste Claude Érignac, qui était préfet de Corse à l'époque. Toi, tu étais en Corse aussi, hein, à ce moment-là. Oui.
Donc tu connaissais le préfet. Oui. Tu avais quel rôle? Tu étais procureur là-bas? Oui, c'était le 6 février 1998. J'étais procureur de la République d'Ajaccio, où j'avais connu mon lot d'attentats, de choses comme ça. On s'était retrouvé avec le préfet sur certaines situations. Et quand on m'a appelé le soir pour me dire « on a tué le préfet », c'était 21h, je me dis, alors là, le monde s'écroule. Je me suis empressé d'aller rejoindre le collègue de permanence et il gisait dans une mare de sang, pas loin de la salle de spectacle où sa femme attendait, puisqu'il avait déposé sa femme, il était en retard, pour garer sa voiture. Il n'avait pas de chauffeur ce soir-là. Et là, tu sais, quelqu'un que tu as connu, un monsieur très élégant, très brillant, le grand préfet de la République, de le voir dans une mare de sang, c'était quand même un moment fort. Et après, arrivée du président de la République, Jacques Chirac, le Premier ministre, tout ça, ça a été un moment exceptionnel. On a fait une manifestation, il y avait 40 000 personnes dans les rues d'Ajaccio. Moi, j'ai défilé pour la première fois avec des avocats en robe. On a fait un cortège du palais de justice, tout seul, jusqu'à la préfecture. On était un groupe. Et j'ai une photo. Voilà des moments forts dans une carrière. Et évidemment, je connaissais aussi Madame Erignac, la pauvre femme dont on avait tué le mari. Et voilà. Et après, l'affaire, je ne l'ai pas traitée. Elle a été transmise très vite à Paris. Pourquoi? Parce que Paris est compétent en matière de terrorisme. On a vite vu que c'était un acte terroriste. Et voilà, le monde s'est effondré. Ça a été un bouleversement. C'est la première fois qu'on tuait un préfet de la République en activité. Les auteurs ont été jugés, condamnés, tout ça des années après. Mais un an après, j'ai une autre affaire un peu spectaculaire avec l'affaire des paillotes, cette fois qui a mis en cause un autre préfet. Est-ce que tu as déjà eu peur de mettre quelqu'un d'innocent en prison? De te dire, oui. Est-ce que là, je suis pas totalement certain? Tout à fait, ouais, bien sûr. Un moment, surtout que j'ai connu les périodes où le juge d'instruction pouvait mettre en prison. Après, c'est le juge des libertés, c'est un autre juge qui décide ça. Moi, c'était... Donc, il y a des moments, j'ai pas toujours été sûr. Mais moi, j'ai une règle, c'est si j'avais un doute trop fort, je le mettais en liberté, le gars. Au bout d'un moment. Ah bon? Donc, j'ai jamais eu vraiment le sentiment qu'un de mes mises en examen inculpés ait été jugé, condamné, alors qu'il était innocent. Si t'étais à 50-50... Non. Si tu veux, je préférais faire remettre en liberté si vraiment j'avais un doute, même si je savais que le gars était coupable, mais que le dossier n'était pas suffisant pour le faire condamner. Merci Jacques d'être venu. Merci Guillaume, c'était très sympa. Sur les chemins du crime, voilà, chez Mareuil Édition, je vous mettrai le lien dans la description, directement sur la vidéo YouTube ou en podcast audio dans la description sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Podcast. En tout cas, merci d'être là de plus en plus nombreux. Je vous mettrai le livre. Il y a la photo de toi, justement, on te voit en robe avec le portrait de la petite Maëlys. Le portrait de Maëlys. Et t'as, effectivement, tu disais, c'était pendant la période de Covid. Comme c'était à l'extérieur, il fallait que je donne l'exemple en mettant le masque. Tu avais le masque et... Donc ça nous renvoie à une certaine époque. Merci d'être venu. Merci Guillaume. C'était un plaisir de te réavoir. Merci à toi. Merci à toute l'équipe d'avoir préparé l'émission. On se retrouve très vite de toute façon pour une prochaine émission, prochaine interview. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé en commentaire avant de terminer. Un petit pouce en l'air, ça nous aide beaucoup si vous likez la vidéo. Et puis vous pouvez mettre la petite cloche aussi pour être au courant des prochaines sorties. Comme ça, on vous aura une petite notification tous les mercredis, vendredis et dimanches sur les gens. Ciao tout le monde.